Bonsoir, chers internautes. Après l'acte qualifié de barbarie des États-Unis au Venezuela qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, le président des États-Unis Donald Trump a annoncé cette fois-ci l'annexion du Golan libre situé au nord de l'océan Arctique. Une situation date dans un contexte de foyer de tensions accrues dans le monde entier déjà controversé. Sommes-nous dans le retour de la politique du Far West? Le monde est-il entré dans une phase de géopolitique de brutalité où le multilatéralisme et le droit international ne sont que des pures illusions? Les grandes puissances sont-elles en train de redessiner la carte en fonction des zones d'influence? Où est passé le projet souverainiste des nations prononcé par le président Donald Trump? La Russie et la Chine vont-elles continuer de jouer le rôle des stabilisateurs géopolitiques encore longtemps? Toutes ces questions qui ont enterré l'idéalisme géopolitique et diplomatique ont besoin des éclaircies, et qui de mieux que le président Banakani, président du nouveau mouvement populaire, pionnier du renouveau panafricaniste, géopoliticien, géostratège. Monsieur le Président, vous êtes déjà très bien installé. Bonsoir, Monsieur le Président. Que de titres ronflants. C'est la beauté de votre introduction et son intensité qui est le plus important, qui sont les plus importants. Ça permet de doubler le temps à l'émission. Ce qui nous permet votre co-intervieweuse, que vous allez simplement présenter, de dire le plaisir que j'ai à me retrouver en face d'elle, dans le cadre de nos émissions, mais qui sont surtout des cadres de formation pour l'émergence et la sauvegarde de la continuité de l'avènement de nouvelles générations de panafricanistes qui vont continuer dans la lutte pour le changement de l'Afrique. Et en perspective, la sauvegarde de l'espèce humaine. Je voudrais saluer les techniciens, grâce à qui tout ça est possible. L'ingratitude de leur position ne cesse pas de nous impressionner et de nous amener à avoir une pensée pour eux chaque fois qu'on est dans notre émission. Je voudrais saluer toutes les personnes à travers le monde qui soutiennent de quelque manière que ce soit les plateformes numériques du NMP. Je ne cesserai pas de leur demander de trouver dans mes déclarations de reconnaissance le respect que j'ai pour eux, ce qu'elles font. Je salue nos internautes, je salue nos abonnés. Donc, je crois que je suis à mon poste. Voilà, on va être à la hauteur du rendez-vous de ce soir. Les internautes qui vous appellent le président de l'Afrique, et certains vous appellent le président et le maître de la philosophie géopolitique et géostratégique du monde entier, ont aussi besoin de vos salutations, Monsieur le Président. Je les salue. Je me tourne donc comme ça près de ma co-présentatrice, Madame Yemo Stéphanie, qui on ne présente plus une habituée de ce plateau. Madame Yemo Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Djengele. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est un plaisir, une fois de plus, d'être en face de vous dans le cadre de cette édition spéciale. Le thème, M. Djengele l'a mentionné, on parlera du Venezuela, mais aussi de Groenland. Alors, M. Djengele. Bonsoir, Madame Yep. M. Djengele, je vous remets le micro pour situer, préciser le thème de ce soir, et on va passer à l'entame de la première question. Merci beaucoup, Madame Yemo, bien évidemment, pour la gouverne de nos internautes, de plus en plus qui se connaissent dans le cadre de ce direct spécial. Nous traiterons aujourd'hui la question du Groenland et du Venezuela, l'ordre de Trump, l'ordre international et le retour du Far West. C'est la thématique qui meublera dans l'émission consacrée au Groenland et au Venezuela. Alors, Monsieur le Président, avant d'entrer dans les grandes analyses géopolitiques, il a été important pour nous de situer géographiquement le pays, le Groenland. On voit qu'il est situé au nord-ouest des États-Unis. Il est un pays qui est rattaché politiquement au royaume de Danemark, tout à fait, mais qui est aussi situé entre
l'océan Atlantique et les océans arctiques, autant pour moi. Tout à fait. Voilà, de par ses positions géographiques, elle est convoitée par plusieurs puissances. On voit la présence des bases militaires russes, mais aussi les bases militaires du Korad, qui est ici un peu comme des bases militaires européennes, canadiennes et américaines qui sont tout autour de cette côte, de cette île, autant pour moi. Alors, Monsieur le Président, l'histoire nous révèle également que depuis 1946, l'un des secrétaires d'État américains du nom de James Byrne offre 100 millions de dollars au Danemark pour l'achat du Groenland, estimant que c'est une île vitale pour les États-Unis. Le Danemark déclinera l'offre, mais en 1951, le Danemark et les États-Unis vont signer un accord de défense du Groenland qui permet aux États-Unis d'étendre ses bases militaires dans tout le pays. Monsieur le Président, nous voulons comprendre, parce qu'aujourd'hui encore, la question de l'achat du Groenland est remise sur la table, cette fois-ci avec le président Donald Trump. Monsieur le Président, qu'est-ce qui peut expliquer ou justifier l'obsession d'annexion d'un territoire aussi, on va dire comme ça, situé au pôle Nord, c'est-à-dire aussi polaire, territoire polaire et austère, par les États-Unis? Qu'est-ce qui peut justifier cette annexion? Pour masquer la faillite de l'Empire américain, de l'État américain, c'est un État failli. Je suis très à l'aise de le dire. Ça peut paraître loufoque, un tel propos. Pour tous ces cerveaux aliénés par des années, des décennies et même des siècles de propagande sur l'hyperpuissance américaine, son super développement et sa grandeur civilisationnelle. Ça, c'est bien pour les américanophiles, les plus primaires. Mais quand on fait de l'analyse géopolitique, quand on a devant soi la perspective historique de la chaîne des civilisations avec leurs ascensions et leurs déclins, et qu'on voit les mêmes lois fatales des empires se répéter devant nous, on n'a pas besoin d'attendre l'effondrement physique total du pays pour voir qu'il est en faillite. Un État faillite? Un État, oui, c'est un État failli. Qui est quand même capable de capturer un président, qui est capable d'imposer les droits des douanes, Monsieur le Président. C'est ça même qui explique que c'est un État failli. Tout à l'heure, on va expliquer ça. Quand on parle de faillite pour un État comme les États-Unis, qui a été longtemps présenté comme le pays le plus avancé du monde, c'est un rapport entre ses actifs, sur le plan objectif, sur le plan subjectif, en termes de dynamique, ses actifs et son passif. À ce moment-là, on ne regarde pas la quantité d'armes qu'il possède et sa capacité à se projeter. En tant qu'armée, on ne regarde pas son passé technologique ou ses bruits technologiques. On ne regarde pas l'agitation de son président, même si c'est un indicateur pertinent pour constater qu'effectivement, il a peur. Il a peur et il panique. Donc, actif, passif. En rapport avec les multiples dépendances structurelles des États-Unis envers leurs partenaires commerciaux, envers leurs partenaires, avec d'autres pays, avec d'autres puissances. C'est à cette tonne que je vous dis, c'est un État failli. Chaque fois que dans l'histoire, chaque fois qu'un empire au sommet de sa puissance commence à poser des actes similaires à ce qu'on voit aujourd'hui, sa chute est amorcée. C'est ce que l'histoire enseigne. Sa chute est amorcée. C'est ce que l'histoire enseigne. Les États-Unis, comme tout autre empire, n'ont jamais démenti l'inéluctabilité des lois qui ont longtemps géré l'émergence et la chute des empires. Et tous les signes qui ont précédé la chute des empires par le passé sont devant nous. La prédation à son niveau le plus sauvage, le caractère psychologiquement instable du dirigeant et son délire qu'on veut déguiser derrière
la stratégie, de tout ça, la situation financière de l'Empire, son niveau d'endettement en rapport avec sa capacité de remboursement et sa capacité désormais à diriger les relations internationales, les rapports internationaux, dans leur multidimensionnalité intégrée à son avantage. Monsieur le Président. Quand vous regardez tout ça, ce n'est plus le cas avec les États-Unis. Voilà pourquoi je dis que c'est un État failli. Voilà, donc c'est important de préciser ça. La deuxième chose, vous allez parler, je vous assure. Laissez-moi planter le décor. La deuxième chose, je vais lui commencer par là. C'est un message pour rassurer les peuples dominés du monde, en particulier les peuples africains et même certains dirigeants. De ne pas avoir peur de Donald Trump. C'est important de rappeler ça. Le dire, ce n'est pas une bravade. Ce n'est pas nier ses capacités de frappe. On a parlé de Maduro, mais on va y revenir pour voir que c'est un film. On va voir. C'est une manœuvre qui est en train de se retourner contre son auteur à tout point de vue. Et on verra d'ailleurs comment ça va se terminer. Donc il ne faut pas avoir peur de Donald Trump. On n'a pas peur d'un homme parce qu'il est armé, parce qu'il se dit puissant. Non, il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne mérite pas qu'on ait peur de lui parce que sur le plan individuel, c'est un fou. Moi, j'assume ça, c'est un fou. Deuxièmement, sur le plan de la puissance américaine, l'Amérique même a dit dans le dernier document de stratégie de sécurité nationale qu'ils ne sont plus en capacité de diriger le monde. Ce n'est pas nous que nous avons demandé de dire ça. Voilà. Et que le monde du XXIe siècle n'est pas le monde du XXe siècle, n'est pas celui du XIXe siècle. Et que la puissance au XXIe siècle ne peut pas se mouvoir, se comporter comme c'était le cas il y a les siècles, n'est-ce pas, les siècles précédents, dans les siècles précédents. Il faut rappeler tout ça. Et enfin, les États-Unis, comme d'autres empires, n'ont pas créé le monde. N'ont pas créé des nations et les peuples. Donc nous ne sommes pas leur propriété. Nous ne sommes pas la propriété des États-Unis. Trump n'a créé aucun être humain sur la Terre, n'a créé aucune nation. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Le maître des nations, que moi j'appelle le vrai Dieu, je n'ai pas honte de le convoquer ici, parce qu'il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. Les initiés savent de quoi nous parlons. Il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité, et la géospiritualité prime sur la géopolitique. Prime sur la géopolitique. Alors, on n'a pas le temps de développer ça ici, mais ce sont les principes qui nous guident dans ce que nous disons. Il ne faut pas avoir peur de Donald Trump. Il n'est rien au regard de l'histoire du monde. Il reste un homme, il va partir, il n'est rien. Le monde a connu pire. Il a survécu. Donc, il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de sa folie. Il faut tenir ferme. Et à chaque fois qu'on a affaire à un être de ce type, il y a un État qui se comporte comme ça, c'est la résistance, la fermeté dans les principes qui paye. Et les empires n'ont jamais résisté devant les principes les plus profonds de l'histoire de l'humanité. Et l'Amérique, face à ces principes les plus profonds de l'histoire de l'humanité, les plus durables, ne doit effrayer personne en ce moment-ci. Au contraire. Donc c'était important de situer mon cap face à vous de cette façon-là. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que Donald Trump a peur. Bien sûr. Mais dans sa sortie, il disait que la sécurité, qu'il est impératif pour la sécurité, le Groenland est une affaire impérative pour la sécurité des États-Unis. Mais de quoi a-t-il peur? Vu que dans son mandat, quand il venait d'arriver au pouvoir, il était plutôt proche de la Russie et de la Chine. Aujourd'hui, il parle d'une invasion parce qu'il a aussi ajouté cela que le Groenland ne peut pas, le Danemark ne peut pas protéger la Groenland de l'invasion chinoise et russe. A-t-il peur aujourd'hui de ses alliés d'hier? Avant de revenir, puisqu'on a fait la prédation sauvage, quand les prédateurs commencent à darder leur regard sur leur proie, c'est qu'ils ont faim. Donc, quelqu'un qui a faim jusqu'à devenir un sauvage, un animal qui va manger son semblable à l'état brut, de manière crue, ça veut dire qu'il est faible. Puisque la famine affaiblit, quand vous avez faim, vous êtes faible. Or, on nous a dit que c'est un pays d'abondance. On nous a toujours dit que c'est un pays d'abondance. Ben, on est surpris de voir que le pays le plus riche du monde. Il a très faim. Au point
d'oublier même que le Groenland dont on parle, de fait, de facto, là, vous avez convoqué l'histoire de ce pays. Vous avez convoqué sa situation politique et géographique. De facto, le Groenland, si on considère même le Danemark, qui est le pays dans lequel le Groenland s'est constitué comme gouvernement autonome, parlons comme ça, mais ce sont des bases américaines. Tout sont des bases américaines. On ne comprend pas. Si je suis un protectorat militaire d'un État, ça veut dire que, bon, en fait, c'est l'État-là qui me protège, et de ce fait, donc, il peut me prendre quand il veut. Si. Bon, pourquoi donc faire le bruit pour quelque chose qui t'appartient de facto? Je dis bien de facto, je ne dis pas de jeu. De facto, pourquoi faire le bruit? Peut-être parce que ça lui Non, c'est la peur. Non, tout ça traduit la peur de quelqu'un. Et la peur l'amène, dans la pure tradition hollywoodienne américaine, de vouloir donc faire du théâtre, de tourner le film et transformer la réalité en film, faire du spectacle et embrouiller les esprits faibles. Et masquer la faiblesse par le spectacle. C'est ça que je suis en train de dire. On masque la faiblesse par le spectacle. De ce point de vue, maintenant, le Groenland t'appartient de fait, puisque c'est protégé. C'est une base militaire américaine, le Groenland. Le Danemark, qui est le pays qui contient le Groenland, c'est une base militaire américaine. Donc, toutes les armes du Danemark sont américaines. Ils ne peuvent pas tirer un fusil sans que Washington ne donne l'ordre. Pourquoi donc faire tant de bruit? Pourquoi fait tant de bruit? On rappelle, monsieur. Parce qu'il panique. Pour une raison simple. D'abord, vous observez, quand un puissant, au lieu de s'attaquer au fort comme lui attaque les faibles, c'est un lâche. Elle est lâche. Donald Trump, c'est un président lâche, un peureux, qui au lieu d'affronter ses égaux, parce qu'un fort n'attaque pas un faible. Un fort qui se respecte, sauf à être un animal, il ne peut pas attaquer un faible. On ne mesure pas la grandeur d'un fort parce qu'il frappe un faible. Voilà pourquoi, pour moi, le Venezuela, c'est un nom d'événement. Pour moi, c'est un nom d'événement. Parce qu'on est en plein spectacle géopolitique qui va aboutir à rien. On verra tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui a peur d'un fort comme lui, alors que hier, on était dans l'hyperpuissance et que Washington bombait son torse partout, ben, c'est un faible. Là, il est lâche. Donc, s'il y a ça, ça a lâcheté. Va affronter la Russie directement. Va affronter la Chine. Comme on dit au quartier. On va voir même si tu es fort. Indépendamment des conséquences, on va voir dans le monde. Mais ils n'ont pas hésité à exercer l'hyperpuissance après la chute du mur de Berlin. L'Amérique a abusé de l'hyperpuissance. Donc, ce n'est pas la sagesse. Non, c'est le rapport de force. Elle sait que militairement et économiquement, elle ne tient plus le poids. Elle ne peut pas. Donc, c'est pour ça que Donald Trump a essayé d'imposer un deal tacite. Et c'est là où il entraîne le monde. Et quoi qu'il est intelligent, nous, on voit ça. Le deal tacite, c'est ce qu'il a fait quand il a invité le président Poutine dans l'Alaska. En théâtralisant tout ça, on a bien vu comment il faisait allégeance à Poutine. Les images sont là. Et après, il est là en Corée. Pour faire, là c'était clair, allégeance à Xi Jinping, à monsieur Xi. C'est après tout ça qu'il déclenche son théâtre hollywoodien qu'il est en train de faire là. Parce que pour lui, c'est d'entraîner tacitement les autres puissances qui lui sont supérieures pour l'instant, dans une espèce d'imbroglio géopolitique qui va les amener à faire comme lui, brouiller les pistes et entraîner le monde dans un cafouillage où l'Amérique peut rebondir. Et masquer sa faillite réelle qui est là. Un pays riche ne peut pas arracher le pétrole d'un petit pays. Un pays, quand vous êtes vraiment riche, vous n'allez pas arracher. Négocier. Parce que quand vous présentez, on dit, c'est un puissant qui est là, on ne dit pas. Le petit pays reconnaît que tu es puissant. Il n'y a aucun petit pays qui ne reconnaît pas que, bon, je suis face à une puissance. Et pourquoi tu vas arracher en capturant le président, en mentant, une sauvagerie comme ça, qui ressemble à ce sauvage Trump-là. Tu vas capturer le président, tu maltraites sa femme, tu violentes une femme. Hein? C'est de la sauvagerie, mesdames, messieurs. Pourquoi on a peur de dire ça? Pourquoi on a peur de dire que Trump c'est un sauvage? Sa femme, Ivana, si elle est une femme, c'est Ivana ou c'est quoi? C'est ça, Ivana? Ivana Trump. Elle s'appelle qui? C'est ça? Mais vous avez peur de quoi? Ivana Trump. Elle devrait avoir honte. Monsieur le Président, nous allons revenir ne m'arrêtez pas. sur le cas du Venezuela. Non, je suis là-dessus. Je suis en train de vouloir expliquer. Je réponds à sa question. Madame Trump devrait avoir honte de son mari.
Parce qu'il violente une femme. Il a violenté. Madame Maduro. Non. Elle est la femme de M. Donald Trump. Oui, il s'appelle Donald Trump. Elle devrait être interpellée par ce que son mari a fait. Je dis, si elle est une femme, elle devrait être interpellée parce que son mari a fait une autre femme. Vous en êtes un homme, ménagez sa femme. Sauf que vous êtes un sauvage. Tout ça sont les traits qui montrent ce que ça vous dit, la panique. Dans la question du Groenland est clair. Ce ne sont même pas les ressources, contrairement à ce que les gens croient, ils mettent devant. Ce ne sont pas les ressources là. Parce que ces ressources-là, pour les transporter du sous-sol groenlandais et les mettre sur le marché au profit de l'Amérique, ça va prendre, ça pas chose passer puisque les Chinois contrôlent la production, le raffinage de tous ces métaux-là. Ça va être compliqué. Le vrai enjeu militaire est celui-ci. Il fait le bluff. Il veut lever son bouclier anti-missile qui va raccourcir le parcours des missiles pour soi-disant frapper de manière stratégique la Russie. Le dôme d'or. Le dôme d'or. C'est ça l'enjeu. Et le président Poutine l'a dit, il a bien compris. Le président Poutine l'a dit. Et ce qui a amené le président Poutine a dit que ça va être le début de la fin du monde. Si Donald Trump veut faire ce projet au Groenland. Le président Poutine l'a dit clairement que ça va être le début de la fin du monde. Parce que le président Poutine sait très bien qu'au-delà des appels de matière rares, de pierres, etc., le vrai enjeu, c'est cette affaire de bouclier missile qu'il est en train de déplacer maintenant. Qu'il est en train de déplacer maintenant de la Pologne vers justement cette route du Nord. Non. Parce que c'est l'enjeu qui est là. Exactement. Vers cette route du Nord, qui est la frontière économique de demain, du monde, de demain. Mais c'est surtout cet enjeu militaire. Parce que l'Amérique est très mal à l'aise de voir que sur le plan militaire, il n'est plus en mesure d'imposer sa loi, ni à la Chine, mais alors pas du tout capable d'affronter la Russie. Et le nombre d'années qu'il faut pour attraper ce retard, ça fait peur du point de vue des rapports de force militaire. Donc la Russie a je veux dire les États-Unis ont donné droit quand même, Monsieur le Président, de s'engager dans l'annexion du Golan, puisque on a vu aussi quand même la Russie faire les exercices pour influencer le Danemark, pour influencer les Groenlandais, dans le cadre du contrôle de la route du Nord. Oui, mais la guerre, comment la guerre, Monsieur le Président, si la Russie et la Chine étaient autant de grandes puissances, ils allaient aussi faire le contrepoids, mais on constate que même eux qui sont des grandes puissances, en fait, n'agissent pas toujours directement dans l'équilibre. Dans les États-Unis. Dans quel sens vous voulez dire? Mais Monsieur le Président, dans le sens où, tout à l'heure, vous avez dit que les États-Unis ont peur. C'est-à-dire que Donald Trump a peur. Ouais. Mais concernant la question du Golan, il a raison de paniquer, puisqu'il y a une autre puissance qui est juste à côté, située au nord du Golan, la Russie. Et le Golan est situé sur la route du Nord que vous avez dit. Non, allez-y. Oui, et les États-Unis ont besoin aussi d'avoir le contrôle d'une route au Moyen-Orient. On connaît, c'est très attaquable, les outils. Il y a beaucoup de tensions. C'est très compliqué pour les Américains de faire du transit de leurs marchandises. Donc, ils sont peut-être pas en droit, mais à la guerre comme à la guerre, ils doivent aussi contrôler la route du Nord parce que c'est la seule voie qui relie l'Amérique du Nord et directement à l'Europe. Ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fera négocier? On bâtit des coalitions internationales. On construit des coalitions internationales. Parce que le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Puis ça devient, comme j'ai dit, le caractère de jungle du monde va s'aggraver. Et on n'aboutit à rien. Donc, ce que Donald Trump fait est inacceptable. De deux, la Russie n'a pas de prétention sur le Groenland, dit que je vais aller envahir le Groenland. Poutine ne l'a jamais dit. Mais elle contrôle tout du moins la route du Nord. Mais elle contrôle pourquoi? Parce que c'est sa route. Mais par ricochet, c'est obligé d'avoir une influence sur le Groenland. Attendez, c'est la route, c'est-à-dire que c'est la route naturelle géopolitique de la Russie. Est-ce qu'elle a empêché un pays d'envisager, d'anticiper sur cette route du Nord? Les Chinois y sont. Même les Américains sont là-bas. Je dis non, les Américains ils ont des bases militaires là-bas. Je ne sais pas si vous le savez. Ils ont des bases. Mais très bien. Donc il n'y a pas de débat à ce niveau. C'est-à-dire qu'ils ont des bases. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Ce n'est pas de la faute de la Russie si elle a pris de l'avance. Avec les bises de glace. Ce n'est pas pour rien. Et les Chinois aussi ont suivi. Qu'est-ce qui les a empêchés de suivre ça? Qu'est-ce qui les a empêchés? Vous êtes en retard. Vous êtes en retard ou vous êtes tant moqué des pays qui sont en retard dans divers domaines dans lesquels vous êtes en avance. Mais ce n'est pas de la faute des Russes ni des Chinois s'ils ont pris de l'avance sur cette fameuse route du Nord. Le débat, il est là. De ce point de vue, une fois de plus, on négocie. On négocie. Parce que ce qu'il veut faire là, ça va nous conduire à quoi?
Vous êtes sûr, vous, de maîtriser les conséquences d'une telle démarche si la Russie considère que c'est une menace existentielle pour elle. Vous pouvez prévoir la réaction de la Russie, Poutine a averti. C'était déjà ça en Ukraine, où les Américains sont allés faire leur aventurisme, leur barbarie, en entraînant leurs vassaux européens derrière eux. Ça conduit à ce que vous appelez, vous, la guerre en Ukraine. Alors que, aujourd'hui, le fait que M. Donald Trump vous dise qu'il ne peut pas accepter, il n'est pas seul, que tout l'appareil d'État américain à l'heure actuelle vous disent que nous ne pouvons pas accepter que notre basse-cour, la Chine et la Russie viennent y mettre leurs pieds. En retour, vous interdisez à la Russie de faire pareil en Ukraine. Ou même, la Russie ne s'est pas levée un matin pour aller attaquer l'Ukraine, comme vous dites. C'est l'Ukraine qui a attaqué les Occidentaux. Ils ont fait un coup d'État en Ukraine, le Maïdan. Ils ont fait de l'Ukraine un bunker militaire, une base militaire, comme avec l'Israël, directement pour frapper la Russie. Aucun État au monde ne peut l'accepter. Aucun. Et non seulement ça, ils se sont mis à quasiment planifier le génocide des Russes ukrainiens. C'est ça le Donbass. Il y a eu 2 accords. Comment on appelle ça? Le Minsk 1, Minsk 2. De quoi est-ce qu'on parle? Et je le dis toujours, personne en dehors de leur bavardage, de leur propagande. Il n'y a pas d'invasion russe en Ukraine. Il faut arrêter ça. Il faut laisser les Macron et les Européens dire des bêtises comme ça. La Russie n'a violé aucun principe onusien. Aucun. Aucun. Et la manière dont cette opération militaire spéciale est menée, le monde entier l'a vu. La mesure avec laquelle M. Poutine gère, la Russie gère cette opération militaire spéciale. Je préfère appeler ça comme ça. Alors, quand on nous amène les éléments qui montrent que la Russie a violé des principes onusiens, donc il faut arrêter ça, de prendre la saleté occidentale en termes de propagande. C'est de la saleté plus de simple. Je pose des questions, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec vous, mais je vous réponds. C'est de la saleté. Quelqu'un qui est informé, qui est cultivé, ne s'occupe pas des bêtises là. Nous ne sommes pas des Occidentaux pour vouloir toujours nous protéger, comme on parlait de l'Ukraine, et sacrifier à l'arme officielle. Quand on veut condamner l'Occident, on dit oui, l'Ukraine, la Russie a envahi l'Ukraine, c'est inacceptable. Ce sont des bêtises, c'est n'importe quoi. Alors, s'ils étaient sérieux, même réaction avec ce que le fou de Trump vient de faire au Venezuela, et ce qu'il entend faire au Groenland, où sont ces réactions? On les aurait vus à Gaza, pour ne parler que de ça. Je ne parle pas de ce qui se passe en Afrique, au Soudan, en RDC et ailleurs, dans les pays du Sahel, au Cameroun. Avec beaucoup de mes consorts, ce sont leurs instruments. Vous voulez qu'on parle de tout ça? Donc, il faut jeter leurs ordures à la poubelle, monsieur, et remettre le débat au centre du terrain. Les choses sont claires. La Russie n'a pas envahi l'Ukraine. Je n'ai pas peur de le dire, et je le dis depuis le début. Vous l'avez toujours martelé, monsieur. Très bien. Bon, maintenant, une fois que le débat est posé, les choses sont claires. La Russie ne se comporte pas comme ces sauvageons américains, comme ces sauvageons occidentaux. Ce n'est pas le cas. La Chine ne le fait pas. On peut discuter des méthodes chinoises, mais elle ne le fait pas. Le pays où on fait ça, c'est le pays que nous appelons l'Occident. Et on voit aujourd'hui comment la prédation crée un engrenage où, mesdames, l'Occident commence à se manger lui-même. C'est ça le schisme, le nouveau schisme qu'on voit au plan géopolitique, même avant. Et d'ailleurs, nous avons écrit là-dessus longtemps avant, comme toujours, où on a tout de voir, ou même ça risque transformer la relation spéciale qui lie les États-Unis aux Londoniens, à l'Angleterre. Monsieur le Président Barakane, vous avez parlé du schisme tout à l'heure, et des enfants de l'Occident se mangent entre eux. Et on se rappelle que pendant les élections, avant que Donald Trump ne soit élu, l'Europe centrale a beaucoup joué contre son élection aux États-Unis. Et dans ce jeu, il y avait la question de l'Ukraine aussi qui était mise en jeu, parce que Donald Trump avait annoncé que 2 jours après son élection, il allait mettre fin à la guerre. Et les Européens, nous savons que les Européens avaient désigné la Russie comme l'ennemi à abattre, et étaient du côté de l'Ukraine. Est-ce que dans la situation du Golan en ce moment, le fait que Donald Trump veut annexer le Golan n'est pas une forme de revanche? Est-ce que ce n'est pas une conséquence du fait que les États-Unis ont perdu déjà l'Ukraine et que les Occidentaux, encore plus précisément les Européens, étaient contre la politique de Donald Trump en Ukraine? Est-ce qu'il n'est pas en train de une forme de revanche
Est-ce qu'il n'est pas en train le Golan n'est pas une alternative à son échec en Ukraine? Mais aux États-Unis ou bien. Vous dites en Ukraine? Oui, Monsieur le Président. Mais est-ce qu'en Ukraine, il a échoué? Mais puisque jusqu'à présent, ces objectifs n'ont pas été atteints. Il avait bien défini ses objectifs. Il a déclenché une dynamique qu'il utilise aujourd'hui. Je vous ai parlé de cette volonté de faire un deal tacite, je parle français, un deal tacite avec le président Xi, avec la Chine et la Russie, en les entraînant dans un engrenage géopolitique. C'est ça la capture du président Maduro. Il veut les entraîner dans un engrenage pour dire que bon, faites comme moi. Et du coup, à partir du moment où il a dealé tacitement avec ces puissances-là, en transformant l'écosystème géopolitique international, en faisant ce que tous les puissances s'engagent dans des voies non juridiques, dans les voies où on a même la honte de piétiner le droit international, et du coup on s'étend dans une jungle, chacun tire son épingle du jeu, et c'est les faibles qui vont payer le prix. Je voulais vous rappeler que vous êtes des faibles, vous. Nous sommes des faibles. On ne peut pas accepter ça. C'est ça qu'il s'agit de Donald Trump. Donc, faites attention, parce que derrière le fou, il y a l'homme rationnel. Je sais tout ça. Il faut voir très bien ce qu'il joue. On est là dans une stratégie qu'il a bien menée. Donc, il faut d'abord calmer la Russie, tout en l'embêtant en Ukraine, en espérant que quelque chose va arriver en termes d'épuisement ou un choc intérieur qui va ramener Poutine à la raison. Il y a tout ça. En même temps aussi, il faut flatter la Chine en lui donnant une perspective tacite de tu reprends Taïwan comme tu veux, tu donnes même Taïwan, prends Taïwan, ça ne me dit rien. Je te livre Taïwan, ça ne me dit rien. Et ça se voit dans le comportement de la Chine, dans l'évolution du comportement chinois, c'est le dossier taïwanais. Ça se voit. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, faut pas effacer les dimensions tactiques qu'il y a dans la démarche de M. Trump. Avec la Russie, les constats, c'est un rapport de force militaire. La Russie est plus fort que sur le plan militaire. Il est fouette, comme on dit au quartier. Il est fouette en Ukraine correctement. Donc il est conscient de ça. Il va dealer. Il a commencé une négociation avec Poutine. Peut-être ça va se relancer. Puisque c'est une bonne carte qu'il veut manipuler, de manière à tenir les gens pour qu'on dise que bon, ok, ce qu'il fait là n'est pas bien. On reste au mot. C'est ça ce que Trump veut faire. S'il y a du génie maléfique dans sa démarche, elle est celle-là. Elle est celle-là. Donc c'est ça. Donc une espèce de paix, de paix tacite, sans négociation, entre guillemets, visible sur le fait que, bon, ok, comme je le connais, que moi j'ai plus la force de mener le monde, vraiment, entendons-nous. Une espèce de Yalta de facto. Une espèce de Yalta de facto. C'est une grande conférence internationale où on s'assoit, on se partage le monde. C'est ça que Donald Trump est en train de vouloir faire. C'est ça qu'il est en train de vouloir faire. Bon, mais alors, on ne peut pas accepter ça. Il se trompe d'époque, il se trompe de monde. Bon, comme il est dans l'ivresse de la prédation, il croit qu'il peut forcer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas qu'on arrête de vouloir lui dire « Oh, la Russie a fait ceci. » Alors, il peut faire. La Russie n'a rien fait. La Russie n'a rien fait. L'OTAN a agressé la Russie de manière violente en attaquant la sécurité de la Russie au plan vital. La Russie était dans la légitime défense. Et dans cette légitime défense, elle a respecté le droit international. Elle a fait preuve d'une grande modération. Je voudrais vous rappeler que M. Zelensky, conscient de tout ça, avait déjà signé à la première. La Russie, nous savons, est arrivée à Kiev. Zelensky s'est déshabillé. C'est le fou de Boris Johnson qui lui a dit « Tu ne bouges pas. On est derrière. » Jusqu'au dernier Ukrainien. Comme a dit M. Biden, s'il est un homme. Parce qu'on a l'impression que c'était un robot. Donc, jusqu'au dernier Ukrainien. Et on voit aujourd'hui comment les Ukrainiens, du moins les forces vives de ces pays, sont en train de disparaître. Les choses sont là devant nous. On n'est pas obligé d'écouter les tintins européens dans leur petit délit propagandiste. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé du Donald Trump rationnel derrière le Donald Trump fatal, le fou que vous appelez très souvent. Est-ce que cette dimension de rationalité de la personne de Donald Trump ne se traduit pas aussi dans le fait qu'il appartient à un lobby des industrialistes, c'est ceux qui veulent la puissance industrielle? Est-ce que Donald Trump n'est pas en train de vouloir affaiblir les forces, enfin, le pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir des finances au profit du lobby des industriels, Monsieur le Président Malakhani? Il y a une confusion entre la rationalité objective du personnage, dans ce moment-là porté par tous les cercles de réflexion qui l'entourent, au plus haut niveau de l'État,
et son irrationalité personnelle, liée à sa nature. C'est la conjonction entre les deux, c'est le point de rencontre entre les deux qui amène certains, j'écoute ce discours, a dit que non, 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 il est fantasque, mais regardez la dimension rationnelle, les deux sont inséparables. L'appareil d'État américain est rationnel, c'est évident. Elle a ses leviers rationnels, et le Parti républicain a des leviers, lui-même le mouvement MAGA a ses leviers rationnels en termes d'analyse, de prospective, stratégique. Mais tout ça mobilise une matrice rationnelle autour de Donald Trump sur laquelle il s'appuie inévitablement pour faire sa démarche. Mais il y a c'est lui le président, c'est lui qui porte tout ça. Et il a son irrationalité qui est liée à sa nature. Qui l'amène à confondre le monde, les relations internationales, avec ses deux tours et sa maison de Mar-a-Lago. Ses affaires. Bon, ça n'a rien à voir. Donc c'est tout ça qui ressort. C'est ça qu'on peut raconter n'importe quoi. On ne peut pas accepter qu'au niveau du langage, quelqu'un s'adresse comme ça, traite les relations internationales de cette manière, traite les pays de la façon dont on le voit traiter des présidents, etc. Vous voulez expliquer ça comment? De toute façon, il a dit qu'il n'est plus obligé de travailler pour la paix parce que le monde est méchant. Mais lui, bon, voilà. Aujourd'hui, c'est pour ta victime, monsieur. Comme d'habitude. Bon, ça, c'est ta tournure. Si tu limitais à ça, ça choquerait moins. Ça choquerait moins. Mais quand quelqu'un vous dit, par exemple, que je n'ai que faire du droit international, ma limite, c'est ma moralité. Et maintenant, on regarde sa moralité. Il a une moralité, M. Trump. Toute sa vie, c'est ce qu'on appelle la moralité. La moralité, c'est l'argent. Et c'est plaisir à lui. Voilà sa moralité. Et ça se voit dans son comportement. Il parle de quelle moralité? Est-ce qu'on peut accepter qu'un homme dise, que le président des États-Unis dise ça au monde? C'est tellement une moralité chrétienne. Il est quoi? Mais vous avez raison. On voit ce que valent les chrétiens et les judéo-chrétiens du point de vue confessionnel et religieux. Et tout l'appareil judéo-chrétien qui est derrière lui, on voit ce que c'est. On voit ce que volait Jésus. Le monde entier voit, on voit ce que volait Jésus. C'est pas nouveau. On voit. Donc, à tout point de vue, quelle est la base morale de M. Trump? Lui qui pense qu'il y a les Américains, il y a le reste du monde. Les autres hommes ne sont pas des hommes. Il n'y a pas de pays, il n'y a que l'Amérique. Il faut voir quand il parle des Noirs. Jusqu'à où on peut tolérer certaines choses-là. C'est un fou. C'est un petit sauvageon. Il faut le traiter comme tel. À partir du moment où un président n'a pas la décence de respecter même la femme de celui qui qu'est-ce que Maduro a fait. Même respecter la femme de Maduro. Mais en plus, il allait capturer un président. Il n'a aucune raison. Sur la base de sa pulsion. C'est un fou. Il faut le traiter comme tel. Et on n'a pas peur d'un fou. Et d'ailleurs, il est en train de soulever à l'intérieur des États-Unis. Il est en train de restaurer ses ennemis. Et on est en train de réfléchir pour régler son sort. Voilà. Si on peut pas se ressaisir rapidement, c'est de l'intérieur, je vous l'avais dit, c'est de l'intérieur de l'Amérique où on va le faire sortir. Parce que la mafia, parce que l'Amérique c'est une mafia. Cette mafia a une grande culture de duplicité en matière de comportement. Vous voyez les Clinton, les Obama, quand vous les voyez, ils sont beaux, ils sont civilisés. Mais ce sont des animaux sauvages dans leur pratique avec d'autres États, dans leur rapport. Mais eux-mêmes, ils mettent les formes. Ils ont le flegme satanique du diable qui se déguise en ange de lumière, mais qui est un tueur, qui est un criminel. Les Obama ont su faire ça. L'establishment américain, quand ils ne sont pas trop coincés, ils savent faire ça. Ils savent faire ça. Ces gens-là, Trump, il est en train de les réveiller, leur donner le moyen de le chasser. Et ça va arriver. Donc, il n'y a pas à avoir peur d'un fou comme ça. Pourquoi nous demandons, nous interpellons nos amis, nous interpellons la Russie et la Chine pour dire que, indépendamment des réalités géopolitiques et des rapports de force, Maduro doit revenir au Venezuela et reprendre son poste. Et nous allons juger les panafricanistes, nous allons juger la valeur en termes, la valeur du monde multipolaire et des BRICS sur ce principe-là, parce qu'il est question de la sacralité de la souveraineté nationale. Voilà, c'est ça. Monsieur le Président, voilà. On voit ici que le même... Maduro et son épouse doivent rentrer à la maison. C'est la condition pour parler avec Donald Trump. C'est la condition pour discuter avec les Américains. Et nous attendons de la Chine et de la Russie la fermeté sur ce principe-là. Sinon, les BRICS, c'est n'importe quoi. Ça serait une espèce de jungle déguisée aussi. Sinon, la Russie, le monde multipolaire, serait une espèce de jungle déguisée. Nous ne le croyons pas. Je suis un grand défenseur du monde multipolaire. D'ailleurs, moi, on l'a même précédé, nous les panafricanistes. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. On ne peut pas nous
nous taxer de vouloir tergiverser, etc. Non, taxe pas. C'est de la fermeté qu'il faut contre M. Donald Trump. Monsieur le Président. Ce petit voyou. Monsieur le Président, il reste le Président des États-Unis. On s'en fout. Bon, ne me posez pas des choses comme ça. Nous ne considérons pas au nom de la conscience de l'humanité. Et vous en prie. Récemment, il est le président du Venezuela. Oui, bon, voilà. Le poste qu'il a fait. Ça fait rire. Ça vous fait rire quand on se comporte comme ça. Mais je sais qu'il y en a dans son entourage qui disent non, ce sont des codes. On n'est pas là pour ça. Nous n'avons pas le temps pour décoder les folies de Trump. Et ces partisans-là, de tous ces mouvements qui tournent autour de lui, qui nous racontent n'importe quoi. Je pense qu'on va y revenir. Monsieur le Président. Voilà. On doit être ferme. Si quelqu'un dénie à un autre président ses droits de président sur la base des usages les plus élémentaires des relations internationales et du droit international, moi, je ne l'appelle pas président. C'est un voyou. Voilà. Monsieur le Président, nous allons aborder un autre pan des relations entre les États-Unis, cette fois-ci, avec ses partenaires qui sont dans l'organisation du traité Atlantique Nord, en abrégé l'OTAN. On se souvient, le Danemark, qui assure la souveraineté sur le Groenland, est l'un des fondateurs de l'organisation transatlantique, de l'organisation du traité Atlantique. Et on sait aussi que les États-Unis sont membres de l'OTAN. Mais comment comprendre que ces deux pays, membres de l'OTAN, ne sont pas d'accord dans l'annexion du Groenland? Ou alors, Monsieur le Président, on peut aussi questionner un autre aspect. On se rappelle de Emmanuel Macron dans une de ses sorties qui déclarait que l'OTAN est dans un état de mort cérébrale. Monsieur le Président, Donald Trump ne fait qu'accentuer cette mort cérébrale. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il cherche réellement? Qu'est-ce qu'il peut justifier ou bien qu'est-ce qu'il peut... Il a sa conception de l'OTAN, il a longtemps à se poser depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et même avant. L'OTAN pour lui doit être une simple extension des intérêts américains au service des projets commerciaux américains. Voilà. Pour lui, les Européens doivent payer. Il a longtemps dit qu'ils doivent augmenter leur budget pour acheter les armes américaines. Et ils sont allés se déshabiller devant lui à Washington. Ils se sont enlevés tous leurs pantalons, d'autres ont baissé leurs robes. C'est valable pour ce qu'on appelle le président de l'Union européenne. Cette femme-là, voilà, tous sont allés se déshabiller. Donc pour lui, l'OTAN, c'est un marchepied pour atteindre ses objectifs en termes de politique commerciale, en termes de stratégie. Il a toujours fait. Maintenant, vous me permettez de revenir sur certaines évolutions qu'on observe dans le cadre de ce qu'on appelle les éléments qui nous montrent que l'Occident se bouffe lui-même maintenant. Et là encore, nous l'avons annoncé. Longtemps, depuis 15 ans, 16 ans, le NMP n'a fait que ça. Pendant que les grands stratèges se moquaient de nous. Sur que l'Occident, c'est l'horizon indépassable de l'humanité. Aujourd'hui, les propos de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit qu'il faut négocier avec la Russie. C'est monsieur, je crois, Stone. Il a un nom un peu compliqué là. Ouais, Stone de Helbeck, voilà. Voilà, c'est lui. Il dit qu'il faut négocier avec la Russie. C'est pas n'importe qui, c'est l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Le propos de monsieur le chancelier allemand, c'est qu'est-ce qu'il vient de dire? Que l'Allemagne est en train de réfléchir comment de négocier avec la Russie. Les lignes bougent. Donc, monsieur Trump, ce qu'il fait, au contraire, oui, donnez-moi son nom, parce qu'il faut que je... Jens Stoltenberg. Voilà, Stoltenberg, ce nom est compliqué, j'ai de la peine à le prononcer. Voilà. Stoltenberg, parce qu'il faut respecter son nom. Donc, il a dit. Donc ça bouge. Donc, c'est un moment d'audace et d'innovation diplomatique. Surtout que M. Donald Trump a surtassé dans les menaces fondamentales, il surtasse avec les douanes et qu'il augmente à tout pays européen qui refuse de l'accompagner l'arme de douane lui permet de menacer tout le pays. C'est quand même extraordinaire ce qu'on vit avec ce fou. Donc, lorsqu'il utilisait l'arme de la douane, les tarifs douaniers pour engager des négociations avec les partenaires américains, c'est une base de rationalité commerciale. Moi, ça ne me gênait pas. Parce que nous-mêmes, on est appelés à utiliser ça quand c'est nécessaire. Ça ne me gênait pas. C'est une pratique qui se comprend. Mais ce n'est plus le cas. C'est que l'arme
douanière est utilisée pour menacer la souveraineté des nations, menacer les partenaires. C'est un Yankee, c'est-à-dire il tord le cou, il prend une corde, il tord ton cou, et il négocie avec toi. C'est de la sauvagerie. Le monde n'est pas le Far West, il faut rappeler ça. C'est pas le Far West, c'est terminé ça. C'est terminé. Le monde n'est pas le Far West. Donc, c'est l'occasion, je le dis, au regard de toutes ces évolutions, mais d'être audacieux sur le plan dynamique, sur le plan diplomatique. Une grande coalition mondiale regroupant tous ceux qui sont attachés à ce principe élémentaire de relations internationales devrait se constituer pour demander, que Maduro retourne à son poste et ramener ce sauvage à la réalité. Ça ne coûte rien. Mais vous voyez donc que tous ces Européens bavardent pour rien, parce qu'ils sont comme Donald Trump, c'est l'Occident, c'est leur caractère. Même les soi-disant pays scandinaves qui font semblant d'aimer la paix, mais ce sont des prédateurs déguisés. Parce qu'il faut, je répète, de la fermeté contre Donald Trump. Si ces gens un jour cru à ce qu'ils bavardent tous les jours, s'ils ont cru un jour à la démocratie, aux valeurs du droit, machin et consort, le prétendu respect de l'état de droit de ces fanfaronnades pour idiots, si un jour ça a eu de la consistance, mais ça supposerait une coalition internationale digne de son nom pour dire, mais Donald Trump, tu arrêtes ça. Maduro, il rentre chez lui. Parce que tu n'as rien contre lui. Tu n'as rien contre lui. D'autant plus qu'il a été... Les tribunaux américains ont rejeté le chef d'accusation de M. Trump. Mais vous voulez quoi d'autre? Qu'est-ce que les États attendent pour ce minimum? Je dis bien c'est le minimum. Donc Donald Trump, il entraîne une bonne partie de l'humanité et des présidents qui se taisent dans l'indignité totale. Je vous ai dit l'autre jour qu'il a tué la fonction présidentielle. Même les présidents occidentaux savent qu'ils peuvent être arrêtés, on peut les capturer. Il y a quel président occidental qui peut échapper à ça si Trump veut le capturer? Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les Chinois qui vont les défendre. Ce ne sont pas la Russie. C'est pas la Russie. Il a dit que si Macron veut s'interposer à l'annexion du Golan, il sera capturé comme le président du Venezuela. Monsieur le président Manakani, vous avez parlé... Il faut arrêter Macron pour autre chose, pas pour ça. De toute façon, si on arrête Macron, les Africains seront... Il y a beaucoup de motifs. Lui, il y a beaucoup de motifs pour lui. Il y a beaucoup de motifs pour lui. Mais bon, écoutez, moi, je respecte, je dis que je suis cohérent. Principe élémentaire de la vie internationale, respect du droit international. Les panafricanistes n'ont jamais été naïfs. Nous connaissons ce que sont que les relations internationales. Mais ça, parce que les relations internationales sont dans un état X, à un moment donné, il faut le ramener en arrière. Parce que quand même, l'état où elle se trouve cette relation internationale, si ces relations portent l'estampille d'une création occidentale unilatérale, sauvage et violente, mais il n'y a que nos États y sont. Et ça fait un bout de temps que nous vivons, depuis 1948, nous avons accepté ça. Nous-mêmes par ce que nous représente. Et par la manière par laquelle on nous y a amenés, nous acceptons ça. Du coup, le droit international pour nous, c'est comme notre rapport aux langues étrangères. Elle permet de former... Non, on nous a imposé ça, on fait avec, et ça devient utilitaire. On s'en sert quand ça nous arrange. Contre la puissance de l'extraterritorialité, par exemple. Contre la violence de la prédation. Parce qu'il y a des moments où les promoteurs du droit international, entre eux-mêmes, sont obligés d'en être le garant. Parce que, entre eux, comme il y a des hiérarchies entre États, ça permet de se draper derrière le respect. Vous voyez le Quintin de l'Élysée, il vous parle du respect du multilatéralisme, du droit international. Il est obligé, alors que lui-même, c'est un prédateur. C'est un autre prédateur d'un autre genre, doublé d'une espèce d'antéchristisme qui le caractérise. Et ces dernières déclarations le démontrent, avec l'histoire de son œil. Allez écouter comment il expliquait ça devant les ambassadeurs. Allez écouter ça. Bon, ben, mettez ça ensemble avec tout ce qu'il a dit auparavant sur la bête de l'événement, sur ces différentes... la manière dont il se symbolise lui-même. Il est passé de Jupiter à Vulcain, avec ce que ça a eu comme incidence dans sa façon de gérer son pays, la France, et les relations avec l'Afrique. Donc on n'est pas dans le jeu. Donc ce sont des prédateurs, mais comme entre eux, il y a la hiérarchie en matière de puissance prédatrice, eux-mêmes ont besoin du droit international pour gérer cette hiérarchie. Bon, nous on en profite.
Le temps que nous, on grandisse, qu'on soit fort. Et que l'horizon du monde change. Et que les conditions géopolitiques changent. Et c'est en train de changer. Parce que Dieu qui est le maître de tout ça. Vous savez, je vais convoquer aussi un passage biblique. Je vais convoquer la Bible. Allez-y, monsieur le président. Quel est le nom? Ceux qui ne croient pas à la Bible m'excusent. Mais on a le droit d'utiliser toutes sortes de références quand on réfléchit. Surtout qu'on est dans un monde dominé, qui a longtemps été dominé par le judéo-christianisme. Alors, on a vu le cas de Nebuchadnezzar. Dieu dit que j'étais suscité pour aller corriger Israël. Mais comme tu as exagéré, je vais te réduire ensemble. Et pour te réduire ensemble, je vais susciter un empire qui est plus fort que toi. Je vais susciter ton opposé qui peut t'avaler. On peut ramener ça au champ géopolitique actuel. On va voir la Chine et la Russie. Où était l'Occident quand tous ces pays émergeaient? Pourquoi l'Amérique n'a pas été en mesure de voir l'avancée militaire de la Russie? Où était l'Amérique pour voir ça, avec tous les yeux technologiques qu'elle a? Où était l'Occident pour voir comment la Chine est en train de les remplacer à la première place mondiale sur le plan économique et même sur le plan militaire? Donc, dans la tectonique de la succession des empires, il y a la main divine. Je le dis et je l'assume, il y a la main divine. Il y a la main divine. Vous êtes dans la spiritualité, oui. Il y a la main divine. Donc, on voit ça, comment l'horizon de la géopolitique mondiale est en train d'aller très vite au point où les puissances sont perdues. La Russie se cherche, elle a des problèmes. La Chine a des problèmes. Alors, le cas américain est grave. Avec le fou qui est à sa tête, ils ont des problèmes, les puissances. Il y a un temps, on n'a pas vu une telle configuration dans le monde. Donc, ça ouvre un espace pour l'Afrique, pour les faibles du monde. S'ils savent se donner la main, ils peuvent changer le monde. Et Trump a peur de ça. Il a peur de ça. C'est pour ça qu'il menace. Il fait peur. Il veut effrayer les dirigeants du Sud global. Parce qu'il peut les capturer. Un fou. Il finira par être capturé lui-même. Et ça viendra de l'intérieur des États-Unis s'il ne se saisit pas. Voilà. Monsieur le Président Banakani, cette fois-ci, nous allons donc entrer en point fouet sur la thématique du Venezuela. Vous en prie. Et tout récemment, Maria Corina Machado, c'est la prix Nobel. Elle est de nationalité vénézuélienne. Elle est opposante aussi au régime de Maduro. Elle a été reçue à Washington par Donald Trump. Monsieur le Président Banakani, on se rappelle que Machado a maintes fois appelé l'intervention américaine et même d'Israël au Venezuela pour dénicher ou encore renverser comme ça le régime de Maduro qui est taxé. Elle a beaucoup et maintes fois taxé d'un régime dictatorial, d'un régime qui ne prend pas soin de la population vénézuélienne. Monsieur le Président Banakani, on se rappelle que le 3 janvier, Donald Trump avait annoncé capturer le président Maduro et il a dit que dorénavant, c'est les États-Unis qui gouvernent au Venezuela, je vais dire. Et tout récemment, dans son compte True Social, son compte officiel, dans sa biographie, c'est bien affiché qu'il est le président des États-Unis, mais il est aussi en exercice comme président du Venezuela. Qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait qu'il reçoit Machado à la Maison-Blanche si réellement il est celui-là qui dirige et qui contrôle réellement le Venezuela? D'abord, je commencerai par rejeter avec toute mon énergie cette voie de fait qu'on veut nous imposer. Que ce soit en termes de construction de narratifs et de récits. Moi, j'accepte jamais ça. Qui sont les États-Unis pour analyser et juger le président d'un pays? Qui leur a donné ce mandat? Qui? Il faut arrêter ça. Aucun pays n'est supérieur à un autre, indépendamment de vos rapports de puissance. Aucun, au niveau moral. L'Occident n'a aucune qualité. Et de manière particulière, les États-Unis, ils n'ont aucune qualité, à tout point de vue, de juger la qualité d'un dirigeant et la nature d'un régime. Ils n'ont pas de qualité. Je dis bien à tout point de vue. Il faut arrêter ça. Il faut laisser ces Africains qui ne savent même pas d'où ils sortent se voter dans des bêtises comme ça. D'autant plus que si vous prenez le cas, prenez alors la situation intérieure des États-Unis, allez écouter ce que disent les démocrates de Donald Trump. Allez écouter tout ce que disent les citoyens américains qui subissent les dérives de la police de l'immigration. Allez les écouter. Allez voir comment ils apprécient. Ils parlent de Trump, que c'est un criminel, c'est un détraqué, c'est un drogué, c'est un fou, c'est un assassin.
Allez écouter ça. Bon, imaginez donc une puissance existante, une coalition de puissance, sur la base de ce que disent les opposants à Trump, décider de civiliser l'Amérique. Les États-Unis accepteraient ça? Il faut arrêter ça. Ce n'est pas un fou comme Trump qui peut analyser un dirigeant dans le monde. Il faut lui, à tout point de vue. Donc il faut arrêter ça. Rien ne justifie ce qui se passe au Venezuela. Alors, allez recevoir des prostituées politiques, nauséabondes, comme Machado, une véritable salope, au sens digne du mot, pour faire diversion, est la preuve qu'il ne contrôle pas le Venezuela. Aujourd'hui, c'est Machado, et se vanter d'un pareil prix Nobel. Le président américain Donald Trump, ça dit, il est même content de recevoir la médaille de ce sale prix Nobel, qui ne vaut plus rien dans le monde. Cela un jour valu quelque chose pour les personnes éduquées et cultivées. Maintenant que la laideur et la nullité du prix Nobel est allée devant le monde entier, il fait trop abois comme Donald Trump pour se vanter de recevoir la médaille de la soi-disant prix Nobel de la paix. Et en même temps, on envoie une délégation de la CIA négocier avec le régime intérimaire du Venezuela. On parle au téléphone avec la présidente intérimaire du Venezuela. Mais tout ça, c'est classique, c'est une honte. Ils ne contrôlent pas le Venezuela. Ceux qui en doutaient ont la preuve. Et il faut préciser ici là que Maria Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel, est très contestée. Je veux parler comme ça de... Vous faites même comment pour appeler les noms comme ça aussi facilement. Monsieur le Président, c'est la prix Nobel. Quel prix Nobel? Il faut arrêter ça. Elle a reçu le prix d'Alfred Nobel. C'est une honte. C'est une honte, Monsieur le Président. Bon, il faut quand même noter aussi que... Vous savez, rappelons ce que Kissinger a dit. Elle a dit que la force des États-Unis ne réside pas dans leur super armement, ni leur génie technologique, ni la puissance de leur économie, ni le dollar. Il a dit, mais dans la capacité des États-Unis à tuer les traîtres américains et à promouvoir les traîtres des autres pays. Vous demandez au Venezuela de tuer ces traîtres? Je ne suis pas le président du Venezuela, je ne suis pas les autorités du Venezuela, je ne suis pas le peuple vénézuélien. Mais chacun doit neutraliser ces traîtres. Donc, Machado, c'est une traîtresse. Les Américains n'ont aucun respect pour elle. Donald Trump l'a montré dès qu'il a fait l'opération Maduro. Qu'est-ce qu'il a dit d'elle? Elle ne vaut rien. Elle a l'image des opposants traîtres de tous les pays du monde entier. En Afrique et au Cameroun. Mais lui, il a plus de positions. Non, attendez, des fantoches qui sont portés par les réseaux de la trahison structurée au niveau international. Et voilà Machado. Elle fait vomir. Selon les documents que nous avons authentifiés, démontre que Machado a écrit à Netanyahu et elle a signé un accord avec une ONG où elle a appelé à déstabiliser le régime. Elle livre son pays à l'étranger en faisant croire que ce soit Israël, Netanyahu, exactement, le génocidaire, qui serait mieux que Maduro, évidemment, dans la tête de Machado, etc. Elle croit qu'ils ont un projet qui peut faire avancer le Venezuela. Puisqu'elle a demandé à Netanyahu de protéger les Juifs qui se trouvent au Venezuela. Dans un pays sérieux, sa place est dans un asile. Il y a quand même quelque chose de grave, Monsieur le Président, puisque dans le même document de plainte, il y a des preuves qui montrent que la prix Nobel a reçu 1,18 milliard de dollars. Mais qu'est-ce que ça vous surprend? Et que c'était destiné à déstabiliser le Venezuela, autant pour moi, et l'Iran. Monsieur le Président, ce sont des plaintes très graves. Est-ce que vous pensez que les États-Unis sont réellement derrière cette déstabilisation de l'Iran et du Venezuela? Est-ce que ce prix Nobel a été utilisé pour financer la guerre? Vous êtes sérieux? Moi, je pose des questions, Monsieur le Président. Okay. C'est vous l'expert sur le plateau. Oui, monsieur. D'abord, la question de l'UZ, telle que Donald Trump l'a réglée, ça vous a appris quoi? Mais il a mis fin à lui. Avant qu'il ne mette fin, ça vous a appris quoi? Voilà. Les Machado, c'est l'UZ. C'est l'UZ. Et avant ça, l'Amérique a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi que les ONG et leur promotion dans le monde, c'est pour faire quoi? L'UZ nous apprend que ce sont des façades pour financer les opérations comme celle-là. Pour blanchir l'argent qu'on a détourné. Et que pour la plupart du temps sont rentrés aux États-Unis en partie. Donald Trump l'a dit. Il a trahi, il a dit ça. Dans sa bagarre avec les démocrates, il a dit ça, il a exposé ça. Les Français font pareil, tous ils font pareil.
C'est comme ça qu'on finance tous vos opposants en Afrique. Vous voyez qu'on les finance comment? Vous voyez qu'on finance Achille Mbembe, le vaurien là, comment? Avec quoi? Sa fameuse fondation là, c'est quoi? C'est quoi? Attention, ce sont d'être naïfs. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Vous vous rappelez, au Cameroun, il y avait un monsieur qui faisait, à un moment donné ici, le vote et le beau temps, auprès de certains opposants. Christophe Foumonio. Oui. Bon, on sait maintenant ce qu'il faut. Un petit sous-agent un petit sous-agent. Il a travaillé des démocrates. États-Unis. Des démocrates. Sous-agent démocrate. Vous savez, on sait comment certains sont placés à l'ONU pour les préparer dans leur rôle de futur traître pour déstabiliser le pays, on connaît. Foumonnier, il était d'exemple. Moi, je me rappelle à l'époque, les faits qu'il faisait sur certains petits opposants et certains agents des ONG chez nous. Ben, on sait aujourd'hui que... Vous observez comment il a disparu un peu des radars. Il n'est pas le seul. Tous ces réseaux-là, il y a tout un réseau. Il y a des gros noms qui vous impressionnent là. Je n'ai pas vu citer certains pour ne pas le faire. Les noms, je sais quoi. C'est des noms que je n'ai même pas cités. Il y a plein comme ça. Donc c'est pareil. C'est pareil. Machado, c'est de l'ordure. C'est de l'ordure. Mais si vous avez écouté Kissinger, l'Amérique promeut des ordures pour détruire leur pays d'origine, pour vendre leur pays aux Américains. Monsieur le Président, on va questionner actuellement la position de certains présidents, notamment Vladimir Poutine et le président Xi Jinping, quant à leur réaction face à ce qui est arrivé à Maduro. Parce qu'on sait qu'ils sont très proches de cet État-là, du Venezuela. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu un entretien entre le président Vladimir Poutine de la Russie ainsi que le président Lula da Silva du Brésil. Et lors de leur entretien téléphonique, ils ont souligné que leur pays avait des positions fondamentales similaires concernant la garantie de la souveraineté de l'État et les intérêts nationaux de la République bolivarienne du Venezuela. Monsieur le Président, est-ce que cette position-là garantit un probable retour de Maduro à ses fonctions, un probable rétablissement de Maduro à ses fonctions? Moi, je vous ai dit que pour moi, c'est un problème de principe. Ce n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Maduro doit retrouver ses fonctions. Il n'y a pas un débat là-dessus. J'arrive. Et moi, je dis que moi, la considération que j'aurais pour les BRICS et le Sud global, il y a cette affaire. Un principe. Les BRICS n'ont pas de crédibilité. Peu importe leur performance économique, etc., si Maduro ne retrouve pas ses fonctions. On est là dans les principes sérieux. Voilà, c'est clair et net. Mais maintenant, nous félicitons le Brésil. J'observe le président Lula depuis que cette affaire a commencé. Je suis même surpris au regard de ses relations avec Maduro. Ce n'est pas toujours facile. Au regard de la rivalité entre le Venezuela et le Brésil, rivalité géoéconomique, politique, géopolitique, entretenue par les Rothschild, qui par hasard sont maintenant les alliés de Trump. Je sais que vous allez y revenir. Donc, j'apprécie la position de Lula et tous ces pays-là. Tout comme je l'ai déjà dit la dernière fois, notre première émission sur le Venezuela, je ne critique pas les BRICS et la Russie et la Chine sur cette question-là à partir de supposées actions militaires qu'ils devraient faire. J'ai déjà indiqué que ça dépend des accords qu'il y a dans ces pays-là, la nature des accords. Est-ce qu'il y avait un accord de défense mutuelle, à l'exemple, ce qu'il lie la Russie à la Corée du Nord, par exemple, entre la Chine et le Venezuela, ou le Venezuela et la Russie? Non. Les Vénézuéliens ont dit nous défendons notre pays nous-mêmes. C'était à leur honneur, c'est encore à leur honneur. Donc, c'est pas ça. Je répète, mon problème, c'est le principe de la souveraineté des États, la souveraineté nationale sacralisée. Deuxièmement, c'est le principe de l'humilité souveraine des chefs d'État. C'est clair. Si la Chine et la Russie sont sérieux dans leur engagement international dans le cadre des BRICS, du Sud global, dans le cadre de l'ONU, quant à la souveraineté des États et à ce principe d'humilité,
Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils doivent le faire. Maintenant, je suis au fait des actions que la Chine mène dans ce sens. Exactement. La Chine de l'asymétrie globale, qui se traduit par plusieurs phases, Monsieur le Président. La première phase, c'est ce qui s'est produit le 4 janvier, plus précisément à 9h15, lorsque la Banque populaire de la Chine a discrètement annoncé la suspension temporaire de toutes ces transactions en dollars. Et ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Les sociétés comme Boeing, Lockheed, Hilton et General Dynamics ont constaté sans préavis le gel de toutes leurs transactions avec la Chine. Et à 11h le même jour, le State Grid Corporation of China, qui exploite le plus grand réseau électrique mondial, Monsieur le Président, a annoncé de se retirer des contrats avec les fournisseurs américains d'équipements électriques. C'était un coup dur aux États-Unis. Et à 14h17, toujours le même jour, la China National Petroleum Corporation, c'est la plus grande compagnie pétrolière d'État, parce qu'il faut préciser, au monde, a annoncé l'annulation des contrats d'approvisionnement du pétrole d'une valeur de 47 milliards de dollars destinés aux raffineries américaines. Et le pétrole initialement qui était destiné à la côte est des États-Unis a été redirigé vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres pays du Sud. Ce sont ces différentes mesures comme ça, Monsieur le Président, qui a entraîné une hausse drastique des prix du pétrole aux États-Unis directement. On peut quand même dire que ce sont des messages clairs que la Chine a apportés, qui passent comme ça dans les fils des informations. Certaines personnes ne sont pas informées qu'il y a eu cette asymétrie globale dès le premier jour que la Chine a émis pour contrer l'action de Donald Trump, puisque on peut même dire que peut-être c'est ça qui a fait en sorte que les États-Unis n'ont pas continué la déstabilisation après la déportation du président Maduro. Donc la Chine, certains analystes, et peut-être vous allez les donner raison, disent que c'est l'action asymétrique globale de la Chine qui s'est traduite par une frappe économique qui a fait reculer les États-Unis et qui a affaibli l'action, des différentes actions militaires que Donald Trump voulait prendre. Monsieur le Président Banakani, les navires chinois ont commencé très vite à éviter les ports américains tels que Long Beach, Los Angeles, New York et Miami. Et on sait que ces différents ports sont fortement dépendants de la logistique maritime chinoise pour le maintien de leur chaîne d'approvisionnement. Ce sont là, Monsieur le Président, les actions très fortes que la Chine a portées qui a fragilisé les États-Unis. Et certaines personnes pensent que si ça continue, les États-Unis seront obligés non seulement de rendre la dignité de Maduro, de négocier avec la Russie et de s'en sortir très faible. La Chine. De négocier avec la Chine, je vais dire. Et la Russie. Et la Russie. Et certaines personnes pensent que c'est ces différentes sanctions économiques de la Chine qui a fait en sorte qui a accentué, c'est-à-dire la sécession qui existe entre Donald Trump et sa base. Parce qu'aujourd'hui, il est, on peut dire comme ça, là, à 20% s'il pose l'élection. On n'est pas sûr qu'il aura même 25% de suffrage. Donc, on dit que sa base s'est totalement déconnectée dans les jours qui ont suivi après les sanctions chinoises. Mais c'est le fameux article du professeur Kurt Groth, l'allemand, qui fait mouche sur Internet. Mais ce qui est intéressant, de mon point de vue sur cet article, c'est ce qu'il nous montre en termes de dépendance structurelle des États-Unis à l'égard du monde, mais surtout à l'égard de la Chine, pour ne parler que de la Chine. Et c'est pour ça que je dis que Donald Trump est fou. Voilà pourquoi je dis ça depuis. Quand on parle, c'est que ce qu'on voit là, c'est incompréhensible. Vous ne pouvez pas dépendre des gens et les traiter comme ça. Peut-être qu'il s'en fout du sort des États-Unis. Il est fou. Il peut travailler pour les lobbies. C'est ça que je parle là. Je dis il est fou. Même ces lobbies-là vont le tuer parce qu'on va voir. Donc, la dépendance structurelle des États-Unis à l'égard de la Chine, vous venez de le signifier clairement. Et la riposte chinoise, puisqu'en attaquant le Venezuela, en fait, Donald Trump attaque la Chine, et la Russie il attaque la Chine avec quelque chose de vital, parce que le pétrole vénézuélien, là, tout ça, c'est la Chine. La Chine s'est beaucoup engagée dans le préfinancement même de l'État vénézuélien sur la base de ce pétrole. Et ce sont les engagements qui ne sont pas des petits engagements. Il y a une forte communauté chinoise au Venezuela, sur la base, par exemple, sur la base de ce partenariat sur le pétrole. C'est vérifié. C'est devenu structurel pour la Chine. Donc, et le projet trumpien,
Ce n'est pas à la Russie et à la Chine qu'on va prendre la géopolitique. Ils savent ce que ça veut dire. Le but de Venezuela, c'est non seulement de chasser la Chine et la Russie de l'Amérique latine, c'est qu'elle appelle sa basse-cour, mais c'est d'éviter d'être chassé de Donald Trump, d'être évincé de l'Eurasie. Puisque la route du Nord, on l'a dit tout à l'heure, c'est la nouvelle frontière économique du monde dans les années qui viennent. Quand on voit les gigantesques masses financières qui sont en jeu dans ces routes du Nord et leurs implications technologiques et le bouleversement qu'ils vont apporter dans les relations commerciales du monde en termes de reconfiguration des voies d'accès, du moins de la tectonique des voies d'accès. C'est un gros enjeu. Donc, le président Xi sait très très bien ce qui est derrière cette affaire. Et il sait que l'honneur de la Chine est engagé. Donc, quand on voit la structure de ce qu'on appelle la réponse systémique de la Chine et le choc que cela est en train de créer, on dit oui, la Chine a décidé d'étrangler les États-Unis. On ne se lève pas un matin pour décider d'étrangler économiquement les États-Unis. Ce n'est pas possible. D'où donc la notion de dépendance structurelle des États-Unis. Et je répète encore, un président sain d'esprit, quelqu'un qui a une rationalité qui n'est pas celle du Far West et du Yankee, qui relève de la sauvagerie à l'état brut, qu'il a masqué derrière son concept de retour de l'esprit pionnier américain lors de la cérémonie d'investiture, ne peut pas se comporter comme ça au regard de la prise en compte de la dépendance structurelle américaine. On va en parler rapidement. Lorsque les systèmes d'infrastructure comme, vous l'avez la portuaire comme, sont durement touchés, vous avez cité Long Beach, Los Angeles, New York et Miami, sont durement touchés à la hauteur que vous avez signifié. Lorsque les grandes entreprises américaines comme Walmart, Target, Amazon sont durement frappées par les décisions prises par la Chine. Lorsque des géants technologiques américains comme Apple, Microsoft, Google, Intel sont durement frappés par la Chine à la hauteur que vous avez soulevée, lorsque le secteur de la défense américaine est frappé par la décision de la Banque populaire de Chine, qui frappe qui? Qui frappe Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics. Quand on frappe à ce niveau, il ne peut pas tenir. Et c'est ça qui va susciter en interne une coalition pour le déposer. Et ce qui est évident, c'est que ça va réunir les républicains maintenant et les démocrates. Et ça se voit. Les élections qu'ils perdent là, ces derniers temps-ci, là où il faut renouveler les élus républicains, en limite d'âge, ou bien ceux qui sont morts, on voit, il les a perdu toutes. Il est conscient de ça, c'est même pour ça que... Il les a perdu toutes. Il a dit que les élections ne sont pas importantes. Et la loi, les résolutions qu'on veut prendre pour limiter ses pouvoirs militaires, ont vu le fait que des élus républicains, pas des moindres, se sont liés aux démocrates pour ça. Et la procédure d'impeachment commence à faire son chemin. C'est tout ça qui l'a amené à faire cette déclaration de dire que les élections ne servent à rien, c'est aux États-Unis. J'espère qu'on reviendra. C'est gravissime. Et ça me plaît. Pourquoi ça vous plaît, Monsieur le Président? Les démocrates africains vont nous dire ce que ça veut dire. Les Occidentaux, ils vont nous dire ce que ça veut dire. Mais ils sont les démocrates. Et de ce fait, ils sont supérieurs aux autres États, à d'autres hommes. Parce qu'un démocrate, c'est un super homme dans le monde. D'après leurs idées farfelues là. Donc, c'est vraiment un choc systémique. Et la Chine démontre sa puissance. Mais il faut approfondir l'analyse. J'allais oublier. Le système SWIFT, qui est désormais largué ouvertement par les Chinois, qui offre à tous les pays du monde la possibilité de contourner le système SWIFT dans toutes leurs opérations. Y compris les autres banques du monde. Ça veut dire quoi? Pour l'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il suffit d'une véritable banque bien structurée pour sortir du franc CFA. C'est ça que ça veut dire. Voilà pourquoi Trump capture Maduro pour effrayer les États africains. C'est ça aussi en partie l'alliance entre Rothschild et Donald Trump. Parce que le franc CFA, ça appartient à Rothschild. C'est pour les financer. Oui, bien sûr, pour ne parler que de ça. Je n'oublie pas. Parce que quand ça a été Poutine en Ukraine, les Rothschild ont dit qu'il faut tout faire pour stopper Poutine.
Mais quand c'est Trump qui va capturer Maduro, les Rothschild disent félicitations. Et tout à l'heure, on va voir ce que vont nous dire tous ces Trumpistes-là qui racontent, tous ces souverainistes autour de Trump qui racontent tout et n'importe quoi et qui nous disent qu'on a pour démanteler l'État profond. Oui, mais vous pouvez envoyer le pas, mais c'est même ça la question. Je suis en train de le dire. Il faut qu'on dise de manière précise, je vais expliquer l'ensemble des choses. Et je vais profiter pour les répondre à mes amis souverainistes américains. Je vais les répondre. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils semblent dire que moi, on ne comprend pas votre politique. Qu'est-ce qui se passe? Je vais les répondre. Nous avons soutenu Donald Trump dans le cadre de la pensée complexe. Je l'ai déjà dit. La pensée complexe, je vais vous en expliquer. Vous l'avez expliqué, Monsieur le Président. J'ai même dit que dans ma première émission sur le Venezuela, je vous ai dit que je lui ai pas encore retiré mon soutien. Je l'ai dit. Si. On s'en souvient. Très bien. Donc, dans le cadre de la pensée complexe, on peut concilier un soutien stratégique et tactique avec une féroce critique, avec une dénonciation la plus féroce contre quelqu'un qui devient fou. C'est clair et net. Donc, il n'y a aucun débat à ce niveau. Tout à l'heure, on va montrer avec les arguments par rapport à ça. Donc, pour rester sur la question du choc systémique que la Chine a engagé, mais il faut comprendre ce que ça veut dire pour le monde. Et ça parle à l'Afrique. C'est l'affrontement de deux capitalismes. Le capitalisme d'État et le capitalisme occidental, basé sur la propriété privée, qui a aujourd'hui évolué dans la volonté de contrôler toutes les propriétés, la richesse du monde entier, de contrôler la terre, de contrôler la mer, de contrôler la nature. Ça s'affronte là. Et de ce point de vue, on voit les marges, on voit comment le capitalisme d'État, de type chinois et de type russe, a des manœuvres. Face au capitalisme individuel américain, qui a atteint son stade suprême et est sénile, ça se voit là. Donc la Chine est en train de démontrer là la supériorité du capitalisme d'État. Aux Africains d'en tirer les conséquences et d'adapter ça dans le contexte africain. Mais ça nous parle. Voilà ça. Donc, en Chine, l'économie n'est pas supérieure à la politique. La politique gouverne l'économie. Pareil en Russie. Et bien sûr que ce gouvernement de la politique sur l'économie est rationnel, mais elle est fondamentale. C'est ça qui explique la Chine. Parce que qui frappe, quelles sont les entreprises, c'est-à-dire qui frappe l'Amérique dans ses vaisseaux sanguins les plus vitaux? Secteur de la défense, secteur technologique, le secteur portuaire, SWIFT et le monopole du dollar. Qui frappe? Je vais vous citer. Ce sont les entreprises d'État chinois. La Banque populaire de Chine, c'est l'État. La State Grid Corporation of China, c'est le plus grand réseau électrique du monde, qui contrôle ça. C'est l'État. La China National Petroleum Corporation, CNPC, c'est l'État. La China Ocean Shipping Company, c'est l'État. Le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, c'est l'État. Ça veut tout dire. Or, que ce soit le secteur de la défense américaine, que ce soit les technologies là, Google, Microsoft, Apple, tous ces consorts, que ce soit l'Amérique est le temple du capitalisme. Tout ça, c'est contrôlé par le privé. L'État américain qui vient appuyer ça, ce n'est pas un État capitaliste du type chinois, c'est un État capitaliste basé sur la supériorité de la propriété privée, sur la propriété publique. Et même cette propriété publique a été vampirisée par toutes les dynamiques de privatisation, restructuration d'entreprises, qui a abouti à la consécration de la puissance qu'on appelle l'État profond dans le monde. Parce qu'à la faveur de cette restructuration de l'économie mondiale, après la chute du mur de Berlin, ces privés, les marchés, les financiers ont pris le dessus sur les États occidentaux. Et maintenant, dirigent ces États-là en vampirisant les politiques. C'est là le problème. C'est ça le problème. Donc, c'est ça la différence. Et la Chine, en frappant à ce niveau-là, et de manière extrêmement synchronisée, vous devez commencer à partir du 3 janvier, dans l'intervalle 3, 4, 5 janvier, 4, 5 janvier, on a vu la synchronisation de ces frappes chirurgicales économiques qui est en train de mettre l'Amérique, les US à genoux. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je veux préciser comment nous, les panafricanistes, on voit ça. Je ne suis pas là pour célébrer la puissance économique de la Chine, non. Tout ça, c'est bien. Mais ça doit conduire au respect du principe de la souveraineté, la sacralité de la souveraineté des nations
et les principes élémentaires du droit international, l'immunité souveraine des chefs d'État. Ça m'intéressait, tout ça va m'intéresser si Maduro rentre à la maison. Il reprend son poste. C'est ça qui m'intéresse. Donc moi, pourquoi cette démonstration de force de la Chine, il ne faut pas que derrière la folie de Trump, le choc systémique créé par la Chine dans sa riposte, et la Chine est dans son droit, elle a raison de riposter, il ne faut pas que ça soit un masque qui fait avancer la puissance nationale chinoise dans un rapport de puissance pour la puissance. Il faut que ça soit pour promouvoir la souveraineté, la sacralité de la souveraineté des États et le respect des immunités souveraines consacrées par le droit international. Et il faut bien voir la différence. C'est ça notre débat. C'est comme ça que j'apprécie ça. Et c'est en cela que je regarde ça. C'est tout, c'est clair. Et je le dis encore, la crédibilité des BRICS et du Sud global et du monde multipolaire dépend du sort qui sera réservé à Maduro. Le sort est connu, ce n'est pas négociable. Il doit retrouver ses fonctions. Et Donald Trump doit être sanctionné, quitte à être mis au banc de la communauté internationale. Moi, je défriche toujours les sentiers que personne ne défriche, mais ça va arriver. Monsieur le Président Banakani, tout à l'heure, vous avez parlé des souverainistes américains. Et sur le dossier de Maduro, on ne laisse pas vraiment mettre une pression au président Donald Trump sur le cas de Maduro. Qu'est-ce qui peut expliquer une pensée sur un projet souverainiste porté par les souverainistes américains lors des élections ou encore lors de la campagne de Donald Trump? Mais sur le terrain, lorsque Donald Trump viole comme ça la souveraineté d'un État, le cas du Venezuela, on ne sent pas cette organisation des souverainistes américaines dénoncer ou encore monter d'un cran contre l'action qu'a portée Donald Trump. Les souverainistes américains les plus engagés, oui, Monsieur le Président, se situent autour d'un mouvement qu'on a appelé Q, de la mémoire du président Kennedy, qu'il célèbre comme étant le symbole de la perte de la souveraineté des États-Unis. Et leur revendication et leur projet est clair. C'est le retour de la Fed dans le giron de l'État américain. Ça doit cesser d'être une entreprise privée, appartenant à Rothschild, Rockefeller et les autres qui font ça. Ce qui fait qu'ils s'en foutent du président américain. Le projet, c'est Nezara Gezara, qui est une transformation totale du système monétaire international basée sur la liquidation des banques centrales contrôlées par les Rothschild et les financiers internationaux. Et enfin, l'avènement de ce qu'ils appellent le QFS, la monnaie quantique, qui est censée régler cette affaire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis que Donald Trump arrive au pouvoir? C'est-à-dire que le débat, il est là. Donc, ce mouvement, je le connais bien. J'ai fait des interviews avec les gens. Moi, je suis un homme ouvert. On fait des interviews dans le cadre de l'Alliance. L'Alliance, oui. L'Alliance humaine. Cette alliance est où? C'est mon ami Antoine me suit. Elle est où? L'Alliance, c'est parce que Donald Trump devait marcher avec Xi Jinping et Poutine, du moins on parle au niveau de puissance. Il devait rassembler tous les pays du monde entier dans le cadre du démantèlement de l'État profond et des crimes les plus graves, diaboliques, qui sont censés être jugés pour amener ces criminels à répondre de leurs actes contre l'humanité. Parce qu'il s'agit des enfants, des crimes les plus horribles, il s'agit de la drogue, de tous les trafics les plus ignobles. Jusqu'à ce qu'on appelait la logique, le système de bunker, qui leur permettait de se cacher au cas où ils déclenchaient une guerre nucléaire, une autre guerre mondiale. Mais qui peut ne pas saluer ça? C'était ça le projet. Ok, mais on est où? On est où avec ça? Où est Gezara? Où est Nezara? Vous pensez que les financiers ont recruté Donald Trump? J'analyse les faits. C'est où? Il va capturer Maduro, et nos amis là sont très gênés parce que c'est Maduro, il se taise. Opération controversée. Non. Donnez-nous les preuves que Maduro méritait ce qu'on lui a fait. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas capable de nous donner des preuves. Il n'y en a pas. Mensonge. La question de l'élection truquée. Donald Trump a mobilisé tous les souverainistes du monde sur que mon élection a été truquée. D'accord. J'ai les preuves du trucage. Où sont ces preuves? Je répète encore. Madame Sidney Powell, monsieur Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, ils sont en passe de perdre leur statut d'avocat
on doit les chasser de leur corporation, etc. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. L'affaire Epstein, on en est où? Quand les Clinton défient le Congrès américain, ils sont sur le piédestal des citoyens à part aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on voit? Tout ça est où? Tout ça. Où est l'État profond qu'on a démantelé? C'est où? Mais qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? La connivence. Connivence avec Israël et Netanyahou. La connivence. Qu'est-ce qu'on observe? La connivence avec l'État profond. C'est où tout ça? Donald Trump serait donc un mondialiste déguisé. Jusqu'à preuve le contraire, je suis en train de dire que ce qu'on voit sur le terrain, c'est le mondialisme. C'est le mondialisme. Et ça, c'est criminel. C'est ce qui explique la colère de la base MAGA, qu'il a trahi et abandonné au niveau des idéaux. Non à la guerre. Ils ont dit restauration des valeurs américaines, judéo-chrétiennes. Alors, c'est un sens pour les Américains. Chacun dans son pays fait pareil en termes de restauration de ses valeurs. Et les nations se donnent la main, en toute liberté, pour construire un monde nouveau. Où tous les crimes qu'on dénonce, tout ce qu'on a vu là, va être mis de côté par un pacte mondial des nations. Et favoriser l'émergence ou la revitalisation des institutions internationales pour faire enfin advenir le vrai multilatéralisme, pas les histoires du fou de l'Élysée là. Le vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Où est tout ça? Donald Trump pense que ce sont ces transactions financières et d'affaires où tout est permis, tous les coûts sont permis. Il veut duper les gens, il est fou. C'est ça le problème. Donc, quand nos amis aient attrapé Donald Trump pour lui dire de revenir sur le chemin, à défaut de ça, on va considérer que c'est un petit agent de l'État profond et il va finir comme eux dans la poubelle. Et qu'en réalité, il est venu pour remettre l'État profond sur pied. Parce que quand on voit la remontée démocrate aux États-Unis, à cause de Trump, on se pose des questions. Alors maintenant, quand il nous dit que bon, l'élection n'est plus nécessaire, ok, on va voir, monsieur, va jusqu'au bout. On se pose quand même des questions, monsieur le président, juste pour corroborer votre thèse. Parce qu'après tout ça... Ce n'est pas une thèse, ce sont des faits. Comme vous voulez, monsieur le président. Une thèse, c'est une thèse. Les faits sont des faits. Tout à fait, monsieur le président. On se dit donc que, évidemment, si Donald Trump arrive à perdre son pouvoir aux États-Unis, quel sera l'état du monde? Je vous ai dit qu'il n'a pas créé le monde. Et ils n'allont pas créer le monde. Mais ils l'ont quand même influencé, ils l'ont quand même redéfini. Ben, le monde a existé longtemps avant les USA. C'est un pays jeune. Si on regarde l'histoire du monde, c'est quoi? C'est rien. Le monde va se remettre. Il faut justement arrêter ce chantage du caractère indispensable des États-Unis qui leur donne le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas indispensables. Le monde peut vivre sans les USA. Le monde sera plus en paix. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut arrêter ça. C'est une nation parmi les autres. C'est une grande nation. Mais quelle nation n'est pas grande? Il faut être un impérialiste pour croire qu'un pays est petit parce qu'il est petit de taille, il est petit au niveau de la puissance économique. On ne raisonne pas comme ça pour les personnes civilisées. Donc, nous disons que Donald Trump doit redonner confiance à tous ceux qui ont cru en lui, montrer qu'il n'est pas un agent de l'État profond qu'on a envoyé pour remettre l'État profond sur pied. Parce que c'est leur travail. Qu'il n'est pas le dernier soldat, le dernier agent. C'est tout ce qu'on demande. Mais on ne demande pas ça parce qu'on attend quelque chose des États-Unis. On dit ça pour la propre cohérence de mes amis, les souverainistes américains, avec qui nous avons partagé la grande idée de la souveraineté des nations pour la construction d'un vrai monde de fraternité, pas la fraternité franc-maçonnique, la vraie fraternité entre les nations. Monsieur le Président, dans le cadre du démantèlement du mondialisme. Et Donald Trump a tenu des discours à l'Assemblée générale de l'ONU, premier mandat. Qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir appartient aux nations souveraines. C'est un slogan, là. Donc c'est un menteur. La différence entre lui et Clinton, c'est quoi? Peut-être que c'était... Entre lui et Obama, c'est quoi? Entre lui et Hillary Clinton, c'est quoi? Il parlait de la souveraineté américaine. S'il est donc un menteur, comme eux, c'est un petit agent de l'État profond. Il a l'air Davos faire le droit d'honneur. On n'a pas oublié tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. C'est retourner à l'authenticité de MAGA. Je ne suis pas américain, mais dans le cadre de la pensée complexe, nous regardons la tectonique des puissances dans le monde et des contradictions internes aux puissances pour ne pas subir les évolutions internes aux puissances. Aussi simple que ça. C'est ce que nous faisons.
C'est dans ce cadre que nous étudions toute la plaque tectonique de l'État américain et que nous avons collaboré avec les souverainistes américains qui m'interpellent, me disent non, monsieur, c'est à vous de nous apporter les réponses. C'est à vous de dire la vérité à ceux qui ont cru à cette affaire. Sinon, on a affaire à un bluff de l'État profond et vous allez finir dans la poubelle. De toute façon, le projet MAGA, qui était de résoudre le problème du lien entre les pauvres et les riches, apporter une solution sociale au peuple américain. Nous a donné de la souveraineté aux États-Unis dans le cadre du respect de la souveraineté des autres. Et on s'est construit ça. C'était le sens supposé d'une alliance pour le démantèlement de l'État profond qui a détruit l'humanité. Tout à fait, Monsieur le Président. Mais alors, Monsieur le Président Banakani, mais on est où? Bon, peut-être il est encore en fonction. Monsieur le Président Banakani. Il est quelle fonction? Mais pour l'instant, il a tous les d'un bandit international. Les États-Unis se présentent comme... Je dis que pour l'instant, il a tous les d'un bandit international. Il allait capturer un président chez lui. Okay. Il a maltraité son épouse. Dans une espèce internationale n'a confirmé votre déclaration, Monsieur le Président. Ce qui veut dire que ces États internationaux sont faibles et lâches. Et si c'est comme ça, il faut les changer toutes. Et l'humanité va le faire. On n'est pas là pour jouer. Donald Trump, en l'instant, c'est un bandit international. Ça parce que Bush fils, un autre criminel, a fait ça. On n'a rien fait que vous pensez que c'est normal. On n'a pas oublié Saddam Hussein. On n'a pas oublié tous les présidents qu'ils ont tués, qu'ils ont capturés, amenés. On n'a pas oublié Noriega. Tous ces présidents, tous ces crimes-là. On n'a pas oublié ça. Mais il y a un temps, vous tuez que vous êtes fort. Il y a un temps, tout ça mature et vous êtes jugé. Le monde a changé. Ils doivent comprendre ça. Pas seulement dire qu'on ne peut pas diriger le monde, mais tirer les conséquences. Surtout pour quelqu'un qui a fait croire aux gens qu'il croit à la souveraineté des nations, il veut un monde nouveau, il est un homme de paix. Pour l'instant, on a affaire à un bandit international qui allait capturer un autre président dans son pays, en tuant, en faisant peu de 100 morts. On doit le juger. Si on ne peut pas le juger physiquement, vous n'avez aucun droit de m'interdire de créer une instance morale pour le juger. C'est ce que je peux faire et je le fais bien. D'autres le font ailleurs. Alors, si vous simplifiez cette plaque tectonique morale, elles ont toujours précédé les plaques tectoniques physiques. Les tribunaux moraux ont toujours précédé les tribunaux physiques réels. Les présidents américains criminels seront jugés. Tôt ou tard, ils seront jugés. Et cette nation va subir à rebours les conséquences de tous les crimes qu'elle a commis contre les nations du monde et contre les citoyens de ce monde, des autres pays. Ce sont des lois fatales de l'Empire. L'Amérique, c'est un empire comme d'autres qui l'ont précédé. C'est rien du tout à l'échelle de l'histoire humaine. Ils vont payer s'ils ne se saisissent pas. Monsieur le Président Banakani, nous savons que les États-Unis se présentent toujours comme la nation civilisatrice universelle. Les gens qui sont civilisés, les gringos sont civilisés. De toute façon, c'est un État gringos. Ils basent les civilisations. Donc, c'est ce qu'on appelle gringos en Amérique latine. C'est un gringos, c'est un État yankee. Et tout l'exploit, c'est ça. C'est une criminocratie. On ne fait pas allégeance à une criminocratie, monsieur. Si vos valeurs de droits de l'homme ont un sens, si vos démocraties ont un sens, on ne fait pas allégeance à une criminocratie. On lui résiste jusqu'à ce qu'on la renverse et qu'on juge. Ce n'est pas un modèle pour le monde, les États-Unis. Bien dit, Monsieur le Président Banakani. Nous allons quand même interroger la déclaration de Donald Trump dans un interview à huis clos, mais qui a été quand même révélé par Reuters ce jeudi passé, oui, où il disait que les élections aux États-Unis, pour le moment, n'ont pas d'importance et que son parti a pu travailler et il pense qu'en ce moment, les élections de mi-mandat ne devraient pas être évoquées. Et lorsqu'on sait que l'une des valeurs que prônent les États-Unis, c'est la démocratie, lorsqu'on sait que les États-Unis sont très attachés à la démocratie et qu'un président comme Donald Trump pense annuler les élections, mais Monsieur le Président Banakani, est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander si ce n'est pas la fin de la démocratie classique qu'on a connue aux États-Unis? Bon, d'abord, attacher à la démocratie veut dire quoi? Suffrage universel. C'est comme si on attachait le manioc. Suffrage universel. C'est comme le manioc attaché à la feuille. Chez nous, ici en Afrique, au Cameroun, le manioc. Vous connaissez le bâton de manioc au Cameroun. Mais les États-Unis ont une longue tradition de la démocratie. De la démocratie des élections. La démocratie n'est qu'un nom. Bon, c'est comme s'ils sont attachés au LGBT. C'est une valeur, ça, les LGBT.
Pourquoi ce qui est vrai pour les LGBT n'est pas vrai pour la démocratie? C'est un mot, c'est un mot. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ce qui est intéressant. Ce ne sont pas les démocraties au sens où nous, les Africains, nous l'entendons. Le meilleur régime possible, pourvu que ce soit un peuple qui se le donne librement. C'est la démocratie aussi simple que ça. Puisque sinon, c'est un nom qu'on donne à un régime. Bon, ce régime, on le connaît, c'est le régime de la prédation internationale, c'est le régime du capitalisme le plus inégalitaire, où les riches tuent les pauvres, etc. C'est de la prédation interne qui devient une prédation externe. C'est ça qu'on appelle démocratie. Ça s'appelle criminocratie démocratique. Comme nous avons dit que l'Amérique, c'est un État militaire à façade démocratique. Alors, si vous voulez que la démocratie, c'est changer le président tous les 4 ans, ben, libre à vous de le faire. Mais comment vous faites pour faire l'impasse sur les aventures criminelles de tous ces présidents, de l'appareil d'État de ces pays-là, leur caractère monstrueux, qui disent que les droits de l'homme sont la valeur cardinale, mais qui célèbre Netanyahou qui a tué 100 000 innocents à Gaza, qui tue depuis leur existence, qui vole, qui égorge, qui massacre depuis qu'ils sont là, et qui en même temps vous disent que non, ce sont les droits de l'homme. Ça, ce sont les droits de l'homme. Alors on peut capturer un président et son épouse en ayant menti qu'il est un trafiquant de drogue, etc., qu'il est un bandit, qu'il est ceci, sur la base de l'extraterritorialité et de faux jugements d'un soi-disant tribunal américain, pour se cacher et dire que c'est une opération de police. Mais c'est grave, hein? Mais Trump, il est vraiment malade, ce type. Parce que c'est une opération de police. C'est un bandit. Voilà la démocratie. Alors donc, simplement, nous, on va s'amuser. Bon, nous encourageons Trump à ne pas faire les élections. Nous, on va s'amuser. À qui est-ce que ça profite? Au monde. Un menteur est attrapé. Qui profite? C'est le monde qui va gagner. Que l'État américain se détruise, s'auto-détruise, c'est le monde qui va gagner. Qu'est-ce que l'Amérique fabrique que le monde ne peut pas fabriquer? Quel est l'apport américain pour le monde? C'est quoi? C'est quoi l'apport américain? La prédation, le crime, le mensonge. La technologie américaine, tout le monde peut fabriquer la technologie maintenant, c'est connu. Quoi? C'est quoi? La consommation excessive du diesel, les voitures qui consomment les essences, ça ne pas faire. Le gigantisme américain, c'est ça, le monde peut s'en passer. Même que les Américains m'excusent. Je ne dis pas que le pays n'est pas inutile. Mais le Panama n'était pas inutile, monsieur. Tout ce qui s'est passé en Amérique latine, avec tous les États, au Chili, partout, au Guatemala, à Cuba, les Cubains ne sont pas inutiles, monsieur. Ils sont sur embargo depuis combien d'années? Combien d'années? L'Iran n'est pas un pays inutile. Les Palestiniens ne sont pas inutiles. Ne parlons pas des Africains. En quoi l'État américain, qu'est-ce que l'Amérique a apporté au monde que l'Afrique n'a pas apporté? Qu'est-ce que l'Amérique, un pays jeune comme ça, hein, c'est un État par rapport à l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que d'abord, nous avons construit l'Amérique par notre sang, sous l'esclavage. Il ne faut pas réveiller des souvenirs comme ça. C'est grave. Alors, le monde peut se passer des États-Unis, ils ne sont pas indispensables. C'est un État amoral, c'est un État criminel, un État gangster, prédateur. On peut se passer de ça. Il n'apporte quoi? Qu'on ne peut pas apporter au monde aujourd'hui. Il faut arrêter ça. Les Africains qui se plaignent pour les Américains, avec leur rêverie, puisqu'ils se deviennent Américains par la loterie. Ils regardent leurs frères rester sur place de haut. Il faut les laisser rêver. L'Amérique doit devenir un État normal. C'est un État anormal. Et son président, là, il est anormal, reflet de la nature des États-Unis. Ce qui est vrai pour l'Amérique est vrai pour toutes les puissances. Tu crois que le monde doit retourner au 19e, 18e siècle? Je crois que les Russes l'ont très bien compris, les Chinois, j'espère qu'ils l'ont aussi très bien compris. Alors, donc, on est là. Donc, quand vous me dites que c'est la démocratie, non, Donald Trump, ça signale l'état de maturation des contradictions internes aux États-Unis. Et nous, on l'a toujours dit. Non, ça va arriver. Ah oui. Vous avez sémé la guerre civile à l'extérieur, vous avez sémé les océans de sang à l'extérieur, ben ça va rentrer chez vous. C'est la loi fatale des empires. Monsieur le Président Malakani, alors qu'il nous reste à peine 10 minutes, nous sommes en train de terminer ce direct spécial. Il y a quand même une information que nous avons reçue hier, le 18, dans la nuit.
qui nous venait du Vatican. Le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, a confirmé que le Saint-Siège avait tenté de négocier une exfiltration pacifique de Maduro de la Russie avant sa capture par les forces américaines. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette information qui vient après coup? Ça enfonce encore le fou de la Maison-Blanche. C'est quoi cette pulsion de sauvagerie comme ça qui anime quelqu'un, qui les anime? C'est-à-dire que ce pays-là, il ne respire que quand il tue, quand il viole, quand il humilie. Il a toujours besoin d'un agneau sacrificiel à tout moment de son histoire. Quelqu'un qu'on va humilier, comme les Romains faisaient, à défaut de jeter le sel. Quand on a détruit un pays, on jette le sel. Pour faire une espèce d'expiation, afin de ne pas culpabiliser. L'Amérique est malade. Les États-Unis sont malades à un niveau très aggravé. Les démons intérieurs, les microbes qu'ils ont générés par leur sauvagerie, leur yankéisme, est en train de s'arriver à un stade pas possible. Voilà l'information qui confirme ce que j'ai dit. Parce que le siège, avec son caractère diplomatique très sophistiqué, bon, pour les naïfs, hein, parce que ça cache ce que nous tous connaissons, mais au moins, vous dites que non, on ne fait pas ça. Nous, on s'est tué sans verser le sang, du moins en plein jour. Nous, on s'est fait ces choses-là sans trace. On va demander à Maduro de partir. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un pays très catholique, vous le savez. Exactement. C'est un pays très catholique, chrétien. Donc, on peut dire que le Saint-Siège était dans son rôle diplomatique pour éviter le scandale qui va éclabousser le Vatican, qui va éclabousser l'Occident, dont le Vatican. Mais Donald Trump, lui, c'est un Hollywoodien. Il est dans le film. C'est un Hollywoodien. Hein? Il veut jouer à Robert De Niro, il veut jouer à Schwarzenegger, à Chuck Norris, il veut jouer à tous ces gars-là qui ont passé le temps à démontrer que le monde c'est un Far West où on tue partout, on tue. Il est dans ça. Il va le payer. Maduro doit retrouver son poste. Et la parole compte dans ce monde. Quand la parole est appuyée sur la foi dans le véritable Dieu, Maduro doit rentrer dans son pays et Trump doit le payer, à défaut de retrouver les voies de la sagesse. Vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président. Vous savez, durant cette émission, il y a eu beaucoup d'éléments riches. Il y a même des informations qui ont fusé. Et pour la gouverne de nos internautes, ma co-présentatrice, Yemou Stéphane, qu'ils aiment bien, Yemou Stéphanie, je vais dire, qu'ils aiment bien, elle va se prêter à l'exercice de ressortir toute la quintessence de ce qui a été dit. Je lui souhaite beaucoup de courage. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez certainement constaté, à un certain moment de l'émission, j'ai été un peu muette parce qu'il fallait que je relève l'essentiel de ce qui avait été, vous aviez soyez sans pression, allez-y. Mais ce fut un plaisir d'entendre tous les développements tout au long de cette émission. Alors, le condensé de ce résumé porte essentiellement sur le Groenland et le Venezuela. Alors, sur le Groenland, vous l'avez dit, ce qui amène les États-Unis ou encore Donald Trump dans ce pays-là, c'est la faillite de l'Empire américain. Il a peur. Il a peur de quoi? De la Russie, de la Chine, qu'il ne peut pas directement affronter. Il préfère aller se cacher en affrontant les pays faibles. Vous l'avez également dit, vous l'avez réitéré pour encourager les peuples opprimés du monde qui ne doivent pas avoir peur. Les peuples dominés du monde ne doivent pas avoir peur de Donald Trump. Et vous l'avez dit, le vrai enjeu de l'envahissement du Groenland, c'est le bouclier antimissile vers la route du Nord. Vous avez également dit que si Donald Trump persiste dans ses objectifs de vouloir à tous les prix annexer d'autres États, de nier la souveraineté des États, c'est de l'intérieur de l'Amérique qu'on va le faire sortir. Vous avez parlé concernant Maduro, je parle ici maintenant du Venezuela, qu'il doit revenir à ses fonctions. Vous l'avez réitéré à maintes reprises. Vous avez dit que Trump doit être capturé de l'intérieur s'il ne se ressaisit pas, je l'ai déjà dit. Vous avez dit qu'aucun pays n'est supérieur à un autre pays et que Madame Maria Corina Machado, le prix Nobel de la paix, est une traîtresse. Et vous avez dit également que c'est une question de souveraineté des États et le principe d'immunité qui devrait
régir la relation entre l'immunité souveraine des États. L'immunité souveraine des États. Merci, Oui, et le Président. principe avec les BRICS, c'est vrai. Voilà. Vous avez dit que les États-Unis sont dépendants à l'égard des autres pays, à l'instar de la Chine, dont on a vu qu'on les a asphyxiés et ça les a affaiblis après quelques jours seulement. Vous avez dit que le but des États-Unis est d'éviter d'être chassés de l'Eurasie. Vous avez dit que Trump a capturé Maduro pour effrayer les États africains dans leur élan souverainiste. Vous avez également dit que la guerre qui oppose... Vous avez également dit que vous avez soutenu Donald Trump dans le cadre de la pensée complexe et que l'affrontement de deux modes économiques, s'agissant du capitalisme d'État et du capitalisme financier, qui est traduit ici dans la guerre aux États-Unis. Vous avez dit? On peut qualifier ça du capitalisme souverain d'État. Souverain d'État. Parce que quand le capitalisme d'État, ça peut renvoyer à la définition de Lénine, qui traduisait une étape de maturité du capitalisme, qui se sert de l'État pour masquer ses faiblesses et ses déficiences en termes de subventions, de création de marchés, etc. Voilà. Mais là, pour dire capitalisme souverain d'État, c'est peu mieux. Bon. Je rectifie donc tout à l'heure, il s'agit du capitalisme souverain d'État, s'agissant de l'affrontement entre la Russie, la Chine pas de votre faute, hein, parce qu'il n'est pas bien défini. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que Maduro doit reprendre ses fonctions et Trump doit être sanctionné. Donald Trump doit être jugé. Voilà. Et le signal d'état des contradictions internes aux États-Unis, c'est ce qui relève de la question concernant le refus de Trump ou encore, le refus de Trump d'organiser les élections de mi-mandat. Monsieur le Président, ce fut un plaisir d'être accompagné de vous une fois de plus dans le cadre de cette direct spéciale. Monsieur Djengele, nous saluons tout le plateau technique ainsi que tous les internautes qui nous ont écoutés. Monsieur le Président, votre mot? Oui, c'est important. Très important, Monsieur le Président. Mais malgré tout, nous ne faisons pas comme eux. Nous respectons la nation américaine parce qu'il n'y a pas que des mauvais là-bas. Il y a de bons Américains qui ne partagent pas ce que Trump fait. Et les sondages le montrent. Eux qui croient aux sondages là-bas, les sondages le montrent. Donc nous reconnaissons ce que l'Amérique représente dans ces gens qui ne partagent pas ce que Trump a fait, ces Américains qui ont toujours, je pense à Noam Chomsky, pour ne pas citer les autres intellectuels américains, qui n'ont jamais soutenu l'impérialisme sauvage américain de leur État. J'ai une pensée pour ces gens-là. Cette Amérique-là a notre soutien et nous amène à ne pas désespérer de ce pays. Je n'ai pas toujours retiré mon soutien définitif à M. Trump. Il est chanceux, celui-là. Je n'ai pas toujours retiré mon soutien. Mais vous êtes un peu dur avec lui, cette Je ne suis pas dur. Il mérite cela. Vous avez pitié d'un type comme ça, qui aussi impitoyable, qui va capturer un président dans son palais, humilier sa femme. Mais dans le cadre de la pensée complexe, je ne lui ai pas encore retiré mon soutien définitif. Mais la fermeté que nous appelons celui doit s'appliquer. Voilà. Il doit répondre de ses actes. Lui qui aime tant que les gens répondent de ses actes, qu'après ses lubies, ses pulsions, il doit répondre de ses actes. On ne touche pas un président comme ça. Voilà. On ne touche pas un président comme ça et c'est ce mot que Monsieur le Président va allons mettre la clé sur le paillasson de cette émission. Monsieur Djengele, bonsoir. Merci Madame Niemo. Au revoir, à nous revoir pour une autre édition de Direct Spécial.